Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Zone Fantôme. Je suis Enzo. Et je suis Edgar. Et voici dans une espèce de nouvelle formule, slash reprise de l'ancienne, slash émission de radio. Ouais, on va partir sur quelque chose d'un peu plus séquencé. En fait, on a envie de beaucoup réagir à certaines infos. L'actualité surtout. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, on s'est dit qu'on allait reprendre le format, continuer à parler de sujets de chill, mais de toute façon, aujourd'hui, on va parler très essentiellement de trucs, d'infos qui sont tombés récemment. Voilà, en fait, si vous voulez, on s'est concerté, on s'est dit que parler d'un seul et même sujet pendant toute la vidéo, c'était cool, mais qu'en même temps, ça nous restreignait et on tournait aussi beaucoup autour du pot, c'est-à-dire que souvent, on se répétait et même des fois, on divaguait. Et c'est un peu bête parce que pourquoi pas directement aborder les sujets, en fait, plutôt que de partir d'un sujet et parler de plein d'autres, comme on avait évoqué le principe de la nostalgie qui commençait à influencer les films et tout par rapport à He-Man. Ouais, on parlait beaucoup de He-Man, mais en fait, ça touche tellement de choses qu'on aura clairement l'occasion d'en parler, même dans d'autres émissions, quoi. Totalement. Donc voilà, on va séquencer ça. Donc en fait, dans la première rubrique, on va parler des news un petit peu, des news du mois, de la semaine, de ce qui a pu faire réagir, la baffe de Will Smith. Non, je déconne. Non, ça va surtout être Joker Reggie au programme, Vampire Disco Nicolas Cageien. Et puis on passera en fait aux nouvelles rubriques qui sont les coups de cœur. Donc en fait on vous parlera de lecture, de films ou même de musique qu'on a pu écouter, qu'on aimerait vous conseiller et en parler de façon assez sympathique. Donc on enchaîne avec la première news vidéo donc, qui est sortie sur le site rataalada.com et qui après Matt Reeves a posté sur ses réseaux, qui est donc en fait une scène coupée du film The Batman, où on voit donc l'acteur Barry Keoghan qui joue le Joker, en plus de la scène de fin donc avec le Riddler. On avait déjà eu deux, trois idées un peu de la gueule qu'il aurait, hein. Rien qu'à quelques petits moments dans le film, on pouvait déjà se dire que sa prothèse allait être dégueulasse. Ce qui est quand même très triste parce que bon, tout le monde le savait avant la sortie du film. En fait, c'est son ref apparemment qui aurait spoilé l'info sur l'internet. Ouais, de toute façon, pour l'importance qu'il a dans le film. En mode genre, putain, mon ref il joue Joker. Donc c'est quand même un peu con. Mais oui, pour l'importance qu'il a dans le film. Enfin, d'après cette scène, il avait d'avoir une importance quand même plus prononcée. Avant tout, c'est limite s'il dit pas le scénario en fait. Peut-être notre avis très très rapide sur The Batman. Bien sûr. Dans l'ensemble, on a trouvé que c'était un film assez excellent, avec de grosses facilités scénaristiques et des personnages qui ne servent absolument à rien, comme le Pingouin ou Catwoman. On peut même caler Gordon en vrai quelque part là-dedans. Gordon, à part sauver la mère à la fin du film, ne sert pas à grand chose. Oui, tu sens qu'il a calé une action vite fait histoire que ça serve, que Gordon ait son utilité. Voilà, c'est pas lui qui résout une enquête, c'est pas lui qui arrête un malfrat qui peut servir de témoin, un peu comme dans Allons Halloween. Le gros avantage que ça a, c'est que du coup c'est un vrai film The Batman. On est vraiment concentré sur le Batman. Puis c'est Batman et pas Bruce Wayne. Et le Riddler aussi, donc on a énormément de choses super intéressantes dans ce film, ça prendrait des heures à en parler, mais grosso merdo, ouais, on a trouvé ça très bon. Le Pattinson est toujours excellent, hein, de toute façon. T'as des scènes d'anthologie incroyables, mais c'est très balbutiant à d'autres moments, avec beaucoup de scènes qui servent à rien, comme la course-poursuite avec la Batmobile. Typiquement, le pingouin, voilà, comme tu l'as dit, en soi ne sert à rien, et donc en effet, toutes les scènes qui tournent lui ne servent à rien. Et en fait c'est très triste, mais dans tous les cas pour moi The Batman c'est plus un film comme à la Begins qui appelle une suite. C'est un film qui pose un nouvel univers, un nouveau Batman, de très bonnes bases, avec des défauts d'écriture, de personnages, réalisation c'est sans faute, de rythme aussi, c'est vrai que le film peut paraître un peu longué. Ah ouais, moi c'est marrant parce que moi ça va, j'y vois pas trop de longueur. C'est plus en fait dans le côté Matt Reeves qui se fait plaisir. Oui, ouais, mais après en fait, tu vois, il y a des plans qui auraient pu être écourtés, il y a des choses qui auraient pu aller plus vite. Mais ouais, je pense que c'est à double tranchant ça. Après, autant ça peut être chiant à certains moments, autant c'est du bad porn, donc on se tape des trucs qui font forcément plaisir. C'est du bad porn, mais c'est con parce que ça aide pas forcément le film, tu vois. Ah non, mais pas du tout. De toute façon, le film, il a tout l'arc avec Catwoman ne sert absolument à rien. Ah oui, on va spoiler. Hein. On va spoiler à mort, pour moi ça me paraît assez évident. De toute façon, si tout internet a déjà vu le Joker, les scènes, il tourne partout, il y a déjà des fanarts. En plus, le Joker dans sa scène parle
complètement du scénar, donc voilà. Oui, dans tous les cas, oui. Donc voilà. Et puis, là, en fait, la scène n'a pas beaucoup d'intérêt si on n'a pas vu le film, en fait. La scène n'a pas beaucoup d'intérêt quand on a vu le film. Surtout qu'en plus, on sait pas où est-ce qu'elle était censée être. Mais donc voilà, si on revient sur cette scène-là. Déjà, en fait, prendre Barry Keoghan, en fait, à la sortie du film, comme, bon, il est dans sa cellule, on n'en voit pas autant qu'on le voit là dans la scène. Il est vraiment en contre-jour. Et limite ça en fait. Non mais son jeu était quand même déjà dégueulasse. En fait, après VF, attention, VF. Même VO. Oui, franchement. Mais je l'ai pas vu en VO. Mais maintenant qu'on a vu cette scène-là. Oui, maintenant qu'on a vu. Mais en fait, je parle du ressenti après la sortie du film, après la première scène, la seule et unique scène qui est officielle. Déjà, en fait, physiquement. On voyait pas tout. Moi, sa coupe, je m'imaginais une espèce de coupe en mode Neil Adams où il avait des cheveux un peu ébouriffés et pas forcément ce qu'on peut voir là. Pareil, je ne voyais pas du tout la gueule. Ça, on le voyait un peu. On voyait légèrement sa prothèse. En fait, on voyait que c'était immonde. Mais en fait, non, on s'est dit que ça ferait une Thanos de... Ouais, exactement. Voilà, Thanos à la fin de Avengers 1, où c'est un mec lambda dans une prothèse dégueulasse. Et en fait, dans Infinity War, ou même dans Avengers 2 et dans Les Gardiens, il a jamais la même gueule. Oui, il a jamais la même gueule. Ça reste quand même l'incohérence la plus folle du MCU. On avait un peu d'espoir en se disant peut-être que là, genre, ils ont pas son design. Et puis ils vont fouiller et puis chercher le truc. On savait même pas que c'était Barry Keoghan d'ailleurs. Alors, ça a été confirmé juste après, quelques jours après la sortie du film. Ouais, bien sûr. Matt Reeves a parlé d'ailleurs de cette scène coupée là. Et en fait, nous déjà, quand on a entendu parler de cette scène coupée, on s'est dit pourquoi faire. Et puis c'est tellement drôle qu'ils la sortent. Du coup, forcément, nous on a sauté sur l'occasion. On s'est dit, mais attends, on est obligé de réagir à ça parce que quand on l'a vu, on s'est arraché les cheveux, comme le Joker. Comme le Joker en fait. Moi, je pense que lui, il l'a traumaté. Ouais, c'est clair. Et ouais, on a maté le truc et puis c'est allé de oula en oula de oula. Et puis quand on voit un peu plus sa gueule, on a fait d'accord. Donc ils ont son design. Ouais, en fait, ils ont sa tête. Je pense pas qu'ils vont la changer tellement les gens ont adoré. Tellement les gens ont adoré. Et c'est fou quand même de se dire. En plus, c'est les mêmes mecs qui ont fait le make-up du pingouin. Bah, je pense que ouais, mais le make-up du pingouin, je pense que les gars. À mon avis, ils l'ont fait moins dans la précipitation. Il fait quand même très grossier en fait le Joker, c'est ça qui est fou. J'arrive toujours pas à savoir si c'est une question de design ou si c'est une question vraiment de prothèse. Je pense que c'est une question de design aussi. Le côté, ils ont absolument besoin d'en faire trop. Edgy quoi. Bon, vous avez parfaitement compris, hein, du coup, qu'on n'aime pas du tout la gueule de ce Joker. Et puis le choix de l'acteur était pas niveau gueule. Il aurait pu avoir 1000 choix. C'est là où je vais en venir au début en fait, c'est que le fait de le prendre lui, pourquoi pas, il a une gueule quand même assez bizarre. Et je pense que quand on le voit, quand il tape des sourires, au moins atypique, même quand il tape des sourires, il peut avoir une vraie gueule de fouine et de fils de pute, tu vois. Mais ça dépend de ton Joker. Ça dépend de ton Joker. Ouais. Le fait qu'il soit jeune, je trouve pas ça déconnant, pourquoi pas. Après tout, le Pattinson lui aussi est quand même dans une tranche d'âge assez jeune. Il y a le fait d'être jeune et le fait de paraître jeune. Par exemple, quand on prend l'exemple du gars de Gotham, là dont j'ai plus le nom. Malcolm. Oui, voilà, exactement. Le moufle boy. C'est ça. Lui, il est jeune dans Gotham, il paraît un peu jeune, mais le truc c'est il a vraiment la vingtaine. Ouais, mais tu le vois même, je crois qu'il a le même âge que Barry Keoghan aujourd'hui, ou en tout cas pas loin, et il a vachement plus de gueule, et rien que dans son phrasé, il a quelque chose de plus particulier. Oui. Alors que Barry Keoghan, il a une voix d'adolescent de 15 piges insupportable. En fait, quand il lâche la grosse voix, parce que c'est ce qu'on s'est dit quand même, qu'il fait quand même un espèce de faux ledger dégueulasse, où vraiment c'est même pas pour la comparaison, non, c'est vraiment il reprend des tics, il reprend les machins. Rien que déjà quand tu vois la prothèse qu'ils lui font. Ouais. Alors déjà on voit The Batman, c'est quand même la foire aux inspi de Matt Reeves. On peut en nommer 1000 dans le film. On peut même en nommer des inspi de Batman. C'est-à-dire que ça reste. C'est là où j'en ai envie de dire, c'est que vraiment. Tu sens que le mec, il a fait un très bon film, mais qui est un melting pot de plein de références très grossières, notamment, justement, t'en as à The Dark Knight. À certains moments, c'est... de toute façon, quand le trailer 2 était sorti, je me rappelle les parallèles avec Dark Knight qui tournaient sur Twitter, ou même ce que les gens pouvaient dire en vidéo, ou même moi, je me suis dit putain, ça fait quand même vachement repomper Dark Knight. Après, le scénar ne s'y prête pas non plus, donc ça va. C'est non, mais quand tu vois les bandes annonces, tu pourrais y croire. Quand tu vois les bandes annonces, tu voyais la scène de l'interrogatoire, qui en soi peut faire très Dark Knight. Putain, mais c'est vrai qu'ils avaient spoilé ça, les gars. Même si on pourrait dire que ça fait Killing Joke, mais non, vous voyez le Riddler se faire arrêter, enfin se laisser se faire arrêter, comme le Joker dans Dark Knight. Il faisait des espèces de messages vidéo là où il torturait des mecs, enfin ça fait vraiment. Ouais, puis en plus là, ça me fait penser à, non seulement ça fait Dark Knight, mais ça fait très Seven aussi. Hein. Genre vraiment, tout le monde, ça tout le monde a comparé évidemment, mais c'est d'une évidence sans nom. Il a révisé son Seven là, il a révisé son Zodiac.
Et puis... Après ça, il se l'était pas caché. Hein. Non, mais ça se voit beaucoup en fait. C'est très dommage parce qu'il y a certains moments où tu te dis quand même. Il y a des moments où ça fonctionne, mais les moments où il fait du full Matt Reeves et que je vois les idées du gars, c'est brillant, tu vois. Quand il te fait les scènes avec Nigma au tout départ, la scène d'intro, tu vois. Je vois le Matt Reeves, en plus tu vois un peu des similitudes avec les scènes d'intro qu'il y avait dans La Planète des Singes 3, où tu commençais avec un truc très silencieux comme ça, avant une attaque, justement, tu commençais sur les yeux de César, c'était ultra stylé, c'était magnifique, et t'avais ce truc très silencieux, très dans la tension, tu vois, et là tu retrouves un peu ça, et il adapte ça en plus au Riddler, ça lui va trop bien, parce qu'il en a fait une version très particulière, et que ça, c'est super, quoi, en plus du fait que ça fasse plaisir de voir un Riddler déjà au cinéma, et un bon Riddler, pas Jim Carrey, quoi. Oui, et en fait, c'est très dommage parce que du coup, quand il vient à pencher vers ce Dark Knight, notamment avec les vidéos là du Riddler qui se filme pour avec le commissaire là, c'est voilà. Après qu'un réalisateur prenne des références pour en construire son propre film, ça me dérange pas. Tarantino, il fait ça dans tous ses films. Le seul problème, c'est quand en fait tu en viens à faire l'adaptation du même personnage en reprenant des éléments. Donc là, pour revenir au Joker. Le côté full Heath Ledger, c'est gênant. Parce que t'as juste l'impression que Barry Keoghan, il a pas proposé quelque chose de lui, il a juste regardé. Après, c'est pas lui forcément qui l'a peut-être fait, c'est Matt Reeves qui l'a dirigé, qui lui a dit tiens, fais ça. Mais dans ce cas-là, c'est quand même assez triste parce que du coup, bah t'as juste l'impression de voir un sous Heath Ledger. C'est-à-dire que quand on vient de dire que même Leto, voilà, il proposait son propre truc à lui, qui était de la merde, hein, mais au moins... On n'avait pas vu ça, son espèce de... Voilà, rien que son rire déjà, il avait une proposition, un truc, après bon, ça allait dans cette espèce d'esthétique gangsta de merde. Bien sûr, non, c'était de la merde, c'était complètement de la merde, mais c'était un truc à lui. Nicholson, bon, voilà, il a pas fait du Romero, et Romero, il a inventé sa sauce. Tu vois que Nicholson, j'ai tendance à penser qu'il propose rien, moi, par exemple. Nicholson, pour moi, il fait du Nicholson et puis ça marche. En fait, il propose son propre jeu. Oui, voilà. Enfin, c'est pour ça qu'ils l'ont pris après, les gars. Hein, mais il a eu au moins, tu vois, entre guillemets l'intelligence de pas après bon, ça aussi c'est peut-être lié à Burton, enfin c'est quand même la direction, on joue beaucoup, mais c'était pas du Romero. Oui, c'est sûr. Alors que Keoghan, Joaquin Phoenix, typiquement Joaquin Phoenix, on va avoir l'occasion d'en parler. Voilà. Hein. Parce que il y a des comparaisons à faire, notamment par rapport à ce qu'a dit Matt Reeves. Quand Matt Reeves balance des conneries en mode je me suis inspiré de l'homme qui rit, vraiment la source même du Joker. On aura l'occasion d'en parler en plus. Oui, mais c'est tellement débile, il y a rien de l'homme qui rit dans ce qu'il fait, et puis même la source même du Joker, c'est pas ça. Hein. Là, le Joker qu'on a là, c'est clairement le Joker que c'est devenu après The Dark Knight. En fait, Nolan, il est clairement arrivé en foutant un coup de pied dans la fourmilière, en se disant, écoute, le Joker, je vais te le réinventer complètement. La dernière image qu'on avait de lui, c'était un clown un peu grand guignol. Moi, je vais t'en faire un full anarchiste. Que tu pouvais un peu t'imaginer, parce qu'en soi, la fin de Begin, c'est juste une carte à jouer en teasing. En plus, c'est ça, ouais. Tu pouvais totalement dire que c'est un Joker assez comics accurate, ou même à la Mark Hamill, tu vois. Et le gars est pas con, et il te prend complètement à revers en te faisant un truc parfaitement inattendu. Là, déjà, non seulement je trouve que celui de Keoghan ne fit pas avec le Batman de Pattinson, je trouve que... Non, tous les deux, je trouve que tu les fous face à face. Il y a un truc où j'ai l'impression qu'ils sortent pas du même film en fait. Ça va encore. C'est très étrange parce que quand tu vois le design très simpliste qu'ils ont fait à Enigma à Ashton là, à l'homme mystère, je me dis putain, là il y avait de la subtilité. En plus quand tu vois le rapport avec le pingouin, c'est un mec qui est seulement en manteau, je dirais plus que fat. Voilà, je dirais plus que le pingouin est simple. Elle a pas non plus trop de trucs, elle a simplement une petite cagoule qui forme ça. Je dirais plus que le pingouin est simple et que Catwoman est simple. Que Enigma soit simple, je trouve pas, parce qu'il faut quand même déjà se le sortir du cul. Et en plus, il a quand même beaucoup de détails, je trouve, son costume. C'est léger, hein. Il en a quand même. Il y a beaucoup d'idées hein, de toute façon, sur Costar, mais qui plus est, je trouve qu'ils sont restés simples. Tu sais, il y a pas le côté genre on va lui faire des points d'interrogation partout, le chapeau melon, le machin. Oui, mais il a quand même un petit point d'interrogation qui est tagué, qui est juste un espèce de symbole du Zodiac. C'est assez épuré, tu vois, c'est soft. Pas trop épuré, je trouve que c'est quand même. En plus, c'est juste le symbole du Zodiac avec un point d'interrogation. Après, oui, mais de toute façon, c'est le Zodiac. Mais après, que ce soit pas épuré, moi ça me dérange pas parce que ça reste dans le côté ennemi de Batman, Freaks, tu vois, où ils ont quand même. Batman, ça reste un mec avec des oreilles. Tu vois, justement, je préfère ça que Nigma il ait son point d'interrogation à Catwoman qui porte même pas son masque et qui, quand elle a genre vite fait des petites oreilles parce que c'est des points de couture. Non, mais moi, ce que moi, ce que je te dis, c'est que le Nigma, on est parti dans quelque chose qui est pas comics accurate à mort.
En fait, il a adapté réellement le truc. C'est ça que je dis, c'est que Oui, alors, il a c'est pris pas Comics Accurate. il a pris la gueule qu'il a dans le bouquin et en fait, il a gardé des éléments, notamment le point d'interrogation. C'est tout, d'ailleurs. Sauf que oui, c'est ça. Et le côté vert aussi. Oui, Et en fait, il l'a réellement adapté pour que ça s'ancre parfaitement dans son univers. Alors après, on peut aimer ou non l'idée de Catwoman. De toute façon, cette Catwoman-là, elle pue la merde dans tous les cas. Hein. Enfin, je suis désolé, mais la Catwoman, vraiment de merde. de Kravitz. De Kravitz, elle est. Bon, je insipide, nuancerai le propos. En fait, je dirais qu'elle a quand même quelques traits qui sont intéressants. Sa relation avec Gotham et le fait que ce soit un peu une espèce d'enfant des rues et donc. Enfin, enfant des rues dans le sens où c'est effleuré ça. Mais au moins c'est là. Ouais, c'est un truc que. Ça a beau être là. En fait, oui, moi, non, mais c'est un truc que... que Michelle Pfeiffer n'avait pas et Anna Hathaway, tu le voyais à peine. Ouais, mais en fait, je te parle pas. Même si elle avait sa petite protégée. Je te parle pas d'adaptation. Là, en fait, je te parle dans le film. Dans le film, non, ça n'apporte rien. Dans le film, ça n'apporte rien. Donc je m'en bats les couilles en fait. Et c'est pour ça que je te dis qu'elle est insipide cette Catwoman. Mais pour moi, voilà, en fait, elle fait le job entre guillemets. Elle ferait le job si jamais elle servait dans le film. Elle sert à rien. Non, parce que tu pourrais la retirer. Et voilà. Elle sert à allonger le film de toute façon. Mais elle sert à rien, tout comme pour en revenir à ce putain de Joker, cette scène ne sert à rien. Et je comprends d'ailleurs pourquoi ils l'ont cuté. Parce que je disais par rapport au design épuré de Nigma, c'est que eux ils se sont démerdés pour adapter le truc de manière à avoir quelque chose dans la simplicité, pas trop extravagant. Et là, on te sort un Joker qui a une prothèse avec genre la gueule qui est cramée, les tu veux cheveux dire que à c'est moitié. too much, hein. Bien sûr, c'est ça. Et en fait, Nigma, justement, ils arrivaient à faire quelque chose d'assez subtil avec le personnage. Tu vois, il gardait ses lunettes, il avait pas non plus des trucs de ouf. Et bon. Puis arrivé à la fin du film, c'est juste Paul Dano, quoi. Oui, voilà, exactement. Et donc, c'est vraiment pour moi tout ce qu'il fallait avec le personnage. En plus, on a vraiment exploité le côté imposant qu'il pouvait avoir avec le fait qu'il fasse péter la ville à la fin dans tous les sens. Et puis, en fait, moi j'en attendrais beaucoup d'un Joker dans cet univers-là. Et malheureusement, j'ai l'impression de voir un délinquant qui brûle des bagnoles, quoi. C'est ça qui me fait chier. Oui, alors, en fait, on sait pas ce qu'il a fait et on sait pas ce qu'il fera, mais qu'importe, ça fera, encore une fois, malheureusement, trop Batman 2 The Dark Knight. Là, t'arrives dans un truc où, bon, c'est littéralement un peu comme la fin de Begins, où Batman est devenu le vrai symbole et héros de Gotham, la ville commence à aller mieux, il a une bonne relation avec la police, et là, bon, si c'est pas le méchant... En fait, le seul moyen de pas faire un Dark Knight, ce serait que ce soit pas lui le méchant du 2, et donc, de pas faire un Joker qui vient foutre tout ça en l'air. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il fout là? Moi, je veux rester sur mon Hannibal. Moi, je me dis, si jamais dans un deuxième... Alors, du coup, c'est cool, on va pouvoir un peu parler de ce qu'on espère pour un deuxième film The Batman, même par rapport à des personnages dont on est fan, hein, parce qu'à la base, il ne faut pas non plus oublier qu'on est fan de comics et de l'univers de Batman en général. Et ouais, non, moi ce que j'espérais avec le Joker, en tout cas avec ce Joker-là, si tant est qu'il le garde, je me dis en fait il a sa place qu'à Arkham, ce con. Je veux dire, en fait, si il continue à le garder dans ce sens-là, qu'il développe une relation avec lui et qu'on t'explique comment il l'a foutu là-dedans, peut-être il y a quelque chose d'intéressant à y trouver, ça dépend de ce que t'en fais. Parce qu'en fait, le Joker, on en a fait quelque chose d'incroyable au fur et à mesure du temps. Faut pas non plus oublier que le Joker, ça reste un méchant, je dirais pas comme un autre de Batman, parce que bien évidemment que non, mais ça reste un méchant qui a plusieurs potentiels. Et en fait, t'as soit le potentiel où c'est le grand méchant mastermind façon Dark Knight, soit t'as des trucs un peu plus à la Long Halloween. Dans un Long Halloween, pour ceux qui l'ont pas lu, le Joker n'est pas un mastermind, c'est un clown qui fout le bordel et puis Batman l'arrête sur un chapitre en fait. Donc il a pas une importance qui est terrible et en soi le côté juste clown complètement taré qui fait des trucs et que Batman a arrêté, en tout cas là, si tant est qu'on me l'explique dans une suite, ça me dérangerait pas que ça en reste là et que ça développe un peu plus leur relation façon Hannibal, quoi. C'est l'ennemi le plus iconique de Batman, c'est littéralement son reflet, donc en effet t'as des choses extrêmement importantes, enfin extrêmement intéressantes à faire. Cela dit, ça n'a pas empêché Matt Reeves de faire une relation quasi miroir avec son Riddler et son Batman. C'est super d'ailleurs. Hein. Donc ça nous prouve qu'en soi, oui, le Joker peut rester un peu comme dans... Ouais, un peu, c'est ça, un peu comme dans Halloween, un méchant secondaire, ou même si on va plus loin, Adam West, où c'était juste un méchant dans la bande. En vrai, même dans le dessin animé de Paul Dini, hein, le Joker, en soi, oui, dans le dessin animé de Paul Dini, c'est un gangster, quoi. Le Joker fait pas partie des épisodes les plus mémorables, et puis il y a quand même plusieurs épisodes où il est dans la troupe de méchants, c'est-à-dire qu'il est mis avec les autres. T'as tout l'épisode du procès de Batman à Arkham, où ils sont tous là. Quand tu vois le nombre de méchants que Batman il a, t'as tellement de miroirs à faire, tellement de trucs à creuser avec le personnage. Man-Bat, tu vois, rien que ça. Man-Bat, mais même, je pense à Double Face, tu vois. Bien sûr, le Double Face. fait que justement t'as un procureur qui tombe à ce point-là, dans la déchéance. Puis si t'en fais un ami de Bruce Wayne, ou même Hush.
Oui, même Hush, Hush, en soi, même ça Hush, reste un... qui est une grosse théorie sur le 2 d'ailleurs. Ah oui, bon, je pense qu'il... De toute façon, plusieurs possibilités. Et là, on peut finir en tout cas sur le cas Barry Keoghan, pour en venir à ce qu'on aimerait voir dans la suite du Batman 2, du coup. Peut-être conclure sur ce qu'on pense définitivement de ce Joker. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que il a le potentiel Moi, ça va aller vite. Design, nul à chier. Jeu d'acting, ledgeresque. Et quand c'est pas du ledger, on dirait un ado qui fait une espèce de crise et c'est dégueulasse. Avec sa voix qui se barre en couille. Et un rire dégueulasse. Un rire dégueulasse. Après, ça peut staffer, peut-être, machin. Le design, too much. Vraiment, c'est edgy, la prothèse est dégueulasse. Enfin, tu vois, c'est... Non, puis ça fait trop Ledger, ça encore une fois. Le côté sourire forcé, oui, les grosses marques de sourire. Oui, après... C'est Ledgerien, ça. C'est Ledgerien, mais ils ont quand même essayé d'apporter une touche où genre il est tombé dans la cuve d'acide. Mais même donc ça, il a la Gotham gueule l'avait fait. Quand Gotham l'a fait déjà, c'est chaud. En plus, Gotham l'a fait, c'était déjà pas très beau. Déjà dégueu, ouais. Et puis, non, en relation avec Batman, bidon. Enfin, je veux dire, en fait, le véritable problème, moi, dans tout ça, c'est d'où il sort. Ouais. Et... Ok, si tu fais de ton Joker, comme on dit, un méchant secondaire, qui sont introduits comme un Calendarman, pourquoi pas? Ouais. Que ce soit vraiment un mec, limite un indique de Batman enfermé à l'asile, pourquoi pas? Le problème, c'est que c'est pas ce qu'il a l'air d'en faire, et je pense pas que ce soit dans les plans de Warner. Warner, qui dit Joker, dit argent, donc ils vont sans doute vouloir en faire un méchant principal. Et, gens, et donc, à ce stade-là, tu ne me l'introduis pas comme ça. Je veux dire, ils ont l'air d'avoir une relation qui est déjà assez creusée. Enfin, qui est déjà installé, c'est-à-dire que Batman, il vient le voir limite comme un ami. Ça, c'est un gros problème même du film, en général, c'est que t'as l'impression des fois que Bruce Wayne, ou en tout cas Batman, sait des trucs que le public sait déjà. Donc en fait, tu sais, ça va dans le fanservice un peu, tu vois, dans le côté bad porn. Et du coup, là, le fait qu'il arrive à voir qu'il vient voir le Joker, et tu sais, qu'ils sont cette relation très sombre, très fusionnelle, où il est en mode genre, je voulais avoir ton avis. Comme s'il allait voir un pote, mais toi, t'es là en tant que spectateur, parce que tu sais que c'est le Joker, et du coup, t'en espères qu'ils aient une relation, mais le truc, c'est que c'est pas cela. Ça, faut, comme dans n'importe quel film, faut oublier ce qu'il y a eu avant, et faut placer ça, bien comme sûr, dans n'importe quoi. Bien sûr. Et c'est pas le cas, c'est pas en fait, c'est... L'un des reproches que je pourrais faire au film, c'est justement le fait qu'on a l'air de débarquer dans cet univers qui est déjà en route. Ouais. Pour certains trucs, ça me dérange pas. La relation de Batman-Gordon, ça me fait un peu yesh. Le fait qu'elle soit déjà placée sans vraiment être plus développée que ça, pourquoi pas. Le fait que Batman soit déjà Batman, sans qu'on te dise s'il est un Lucius Fox, ni même ce qu'il est fait. Ça, je m'en bats les couilles. Pourquoi pas. Le problème, en fait, c'est quand ça commence vraiment à être une excuse pour tout et n'importe quoi. Là, littéralement, voilà, il a une relation avec le Joker, on sait pas d'où. Et encore une fois, pour moi, c'est pas un Batman à la... Genre, tu débarques dans un comics ou tu débarques dans un jeu vidéo, mettons Arkham Asylum, le Batman, il est déjà depuis 15 ans, il a une relation avec le Joker. En plus, comme on le disait, on l'avait déjà dit en off, c'est la relation la plus canonique. Je veux dire, le Batman d'Arkham Asylum, c'est un Batman tout ce qui est de plus lambda, si on nommait si on fait outre les designs rocksteadiens, c'est un Batman qui est une caricature du Batman, le Joker pareil, donc t'es pas perdu, t'as des feelings en plus de la série animée, machin, enfin tu peux te dire, voilà, tu fais ta sauce très vite dans ta tête. En plus, les mecs, ils sont pas cons, parce que dans les quelques phrases que t'as au tout début du jeu, ils te placent le pourquoi du comment ils ont cette relation. Donc tu saisis très vite leurs différends. Tu saisis pourquoi Batman il l'aime pas, pourquoi le Joker l'aime, pourquoi t'as ce truc là entre les deux, c'est placé. Là il y a rien qui est placé. Non, là il y a rien. Il débarque et en fait en fait la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi il vient voir ce mec. Pourquoi il vient le voir. Je vais prendre un exemple qui est très parlant de toute façon, et ça c'est encore sans doute une des grosses inspi de Matt Reeves. Dans Le Silence des Agneaux, quand Clarice Sterling vient voir Hannibal, elle vient pas voir un mec random parce que bon elle doit aller voir un mec. Non, avant t'as tout plein de scènes où en fait on te dit qui est Hannibal, on te présente le mec, t'as tout un moment où le tenancier de la tôle lui fait tout un speech sur ce que le mec a déjà fait. Bien sûr, ouais. Et donc en fait son aura est là avant même qu'il arrive, et donc quand il entre dans le cadre, il est déjà iconique. Bien sûr. Il est instantanément, t'as peur de lui. Et après, quand ils se mettent à parler l'un l'autre, leur relation elle se creuse en 3 secondes, parce que on t'a déjà placé Clarisse en plein milieu au début du film. Et donc en fait, en tant que spectateur, quand on te place Hannibal, tu vois le yin et le yang. Tout seul, ça se fait tout seul, c'est pour ça que c'est brillant. Et en fait, là l'emmerde, c'est que je vois pas spécialement ce qu'il a de yang avec le Batman. C'est que en soi il a rien qui est spécialement différent, parce que je vois pas tellement la différence entre le Joker par exemple, qui est un mec marqué avec la gueule et un sourire, et les mecs à qui il casse la gueule au début du film.
qui sont des mecs qui se font des gueules de Ah oui, avec des maquillages Donc et en tout. fait, en soi, le Joker, il est banal. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure Ah ouais, c'est ça. j'ai l'impression que c'est un mec qui brûle des bagnoles. Bien sûr, non, bah oui, C'est très dommage. ça pourrait juste être un vieux punk à chien que Batman a poussé dans une cuve d'acide, Ouais, et puis exactement. voilà, quoi. C'est ça, donc, et en fait, l'emmerde, qui à la c'est- limite avait on suppose qu'il avait un espèce de mode opératoire un peu bizarre. Oui. Que c'est la raison pour laquelle parce Batman qu'il vient de avoir un voir. autre psychopathe, ouais. Mais qui sait Puis en plus, le mec, il a aucun comment. avis. Et surtout, en plus, tu te dis déjà deux choses. Ça réduit l'importance du Riddler. Oui. Parce que tu dis, si Batman il a déjà arrêté un mec comme le Riddler, simili Riddler, bah on s'en bat les couilles. Et en plus, ça fait passer Batman pour un gros couillon. Parce que Ouais. la fin de la scène, c'est quoi? Mm. C'est I'm wasting my time. Et non, mais en plus, le pire, c'est que cette scène ne sert à rien. Littéralement, Mais non, c'est-à-dire mais non, que ça sert à rien. Le Joker passe son temps à Bien sûr. expliquer tout le film. Genre, il lui dit, ouais, peut-être que. Peut-être qu'il t'admire et tout, et en fait c'est con parce que ce truc que toi en tant que spectateur tu peux découvrir à la fin où justement tu dis ah putain Nigma, enfin le mec est complètement taré, il s'identifie Bien à sûr. Batman, et puis cette question qui est géniale qui est que Batman crée ses propres méchants, c'est superbe. Et en fait là tu te dis mais d'accord, donc le Joker déjà l'avait spotted parce qu'il faut qu'il soit malin à prout. C'est pour ça que je te dis, ce sera pas un méchant secondaire. Oui c'est sûr. Non, il c'est a l'air sûr. d'être déjà trop important. Non, puis en plus, non, mais en plus, c'est pas. Enfin, je veux dire, merde, c'est pas Hannibal, quoi. C'est pas le Joker, là, c'est juste un pecno qui voit 3 photos et qui dit, ah, en fait, il fait ça, 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 ça. Non, il a pas vu les photos sous son pif, il a lu le scénario, c'est sûr. C'est ça. Hein. Et en fait, c'est très dommage, parce que, encore eux, qu'elle est pas dans le film, hein, parce que déjà, nous, on aurait pété un câble en voyant ça. Ouais, et puis Et- ça aurait vraiment sorti Et du puis, film. puis ça spoil! Je veux dire, Ça c'est une spoil scène tout, qui ouais. spoil, Ouais, c'est ça quand même spoil, ouais. ouf. Ouais. Et en fait, oui, non, ça sent le Warner qui a classé, qui a Bien mis sûr. le truc en mode, tu place un petit Joker, Ouais, là, histoire de. puis c'est vraiment évidemment le Joker qui te décrit le Riddler en mode ça peut être n'importe qui, un commissaire, Alors, un juge, enfin je sais plus ce qu'il dit Après, là, dans tu le... vois. Non, en fait, il dit qu'il a buté un commissaire, un juge, et après, tu sais, il dit que justement, il a il est ambitieux. Ah, C'est ce qu'il lui dit. d'accord. Il lui dit qu'en gros, il est super ambitieux et que voilà, il a un orgueil de ouf. Enfin D'accord. bref, il te fait toute une description de ce que toi, en tant que spectateur, t'avais compris. Ok. Vraiment, quand il te dit que c'est personnel et tout, enfin Mhm. merde, t'as capté C'est ça. genre C'est vu la vraiment. scène en Bitzev. C'est prendre le spectateur pour un con, quoi. Ouais. C'est vraiment t'expliquer tout et n'importe. De toute façon, le film le fait souvent, ça. Hein. Te Ah, prendre pour non un mais connard. évidemment. C'est un truc assez énervant, ça. Quand il t'explique le scénar pendant 1000 ans, que tu fais oui, je peux comprendre C'est par moi-même. Falcon, mais ça veut dire faucon. Non, mais t'as oublié même le message enregistré, le coup du oh mon dieu, là, elle est en train de se faire agresser. C'est Il ça, est en ouais. train de dévoiler son plan. Voilà. Ou le super. Falcon qui est Tranxilina, genre je vais te tuer comme ta mère. Tu Ouais, vois. mais c'est exactement on ça. avait compris, mec. C'est exactement On avait ça, compris. putain, ouais. C'est pas comme si t'avais buté sa mère en l'étranglant, buté sa pote en l'étranglant et que t'étais en train de. Et- enfin, Parce qu'en plus, même quand il bute sa pote, t'as Ouais. Gordon qui fait il est en train de l'étrangler. Ouais, c'est ça. Tu ouais. fais, on l'a On le vu, sait, on le sait. Enfin, on merde, on l'entend. entend quoi. On n'est pas con. Hein. Bref, et ouais, et par rapport au Joker, en fait, c'est très dommage parce que oui, en effet, déjà, le Enigma est vachement plus flippant. Et c'est fou parce que le Joker, Bien sûr. depuis Ledger, on a oublié l'idée que ça puisse être un personnage terrifiant. Dans Killing Joke, Oh, dans le Joker, quand même. Il est quand même assez terrifiant, Joaquin je Phoenix. trouve pas qu'il soit en fait plus terrifiant que dérangeant. Je trouve que dans Joker, il est plus. Ouais, il est dérangeant vraiment. Il faut un malaise. Pour moi, le Joaquin Il fait pas Phoenix. peur. Bah, pour moi, Joaquin Phoenix, c'est dérangeant et flippant, mais dans une autre façon, en fait. Parce que Ledger, quoi qu'on en dise, est raisonné. Oui, Il a un plan, il bien sait ce qu'il sûr, fait, oui, il oui, bute pas. C'est un mastermind. Il bute pas de façon compulsive, ou très peu. Mm. Il bute parce que ça le fait plaisir, mais il sait qui buter, il sait pourquoi il le fait. Il va. Des fois, il peut même se retenir de buter quelqu'un pour avoir des informations ou quoi, enfin, j'en sais rien, tu vois. Oui, c'est une grosse partie d'échec. Voilà, de toute façon, là en fait. où Phoenix, la scène où il bute, tu sais, son collègue au cirque, là, dans son appart, Oui. il le bute de façon compulsive, c'est d'un coup, ça arrive comme ça, c'est Ah, brutal, ça, tu ça, vois. pour moi, ça, c'est le Joker. Ça, c'est Pour clairement moi- le Joker. Voilà, pour moi, je trouve ça flippant. Pareil, quand il bute De Niro. Je trouve ça surprenant, je trouve pas ça flippant. Tu vois, je trouve que le rapport que le Riddler Moi, il a avec instaure tout quand et même une n'importe quoi. peur qui est quand même assez. Mais Ouais, qui est pas la même. c'est- Tu vois, oui, pour c'est moi, différent, oui. si on devait faire un parallèle avec des références comics, Ledger, c'est un peu le Joker à la Return. Ou quand il bute, tu vois, si on prend en plus Ouais, cette scène, oui, ou oui, quand oui. il bute le présentateur télé. Ledger, non, Phoenix. Oui, non, mais là, je te parle du Return. Dans le D'accord. Dark Knight Return, Oui, quand oui. le Joker bute le présentateur télé, Oui. il a un plan dans tout Oui, ça. oui, bien Parce sûr. qu'il va déjà faire venir Mm. ces espèces de ballons qui envoient du gaz. Là où Phoenix, quand il fait ça, c'est juste qu'il pète un câble, tu vois. Oui, oui, d'accord. Ouais. Oui, non, mais je vois. C'est parce que c'est des visions différentes. Tu vois, c'est des peurs qui sont différentes. En Mais fait, j'entends peur plus par le fait que. Quand, par exemple, typiquement, celui de Ledger fait peur. Il fait peur au personnage, par exemple. Typiquement, quand il Bien sûr. rentre dans une pièce, oui, bien sûr. tout le monde ferme sa gueule. Oui.
Mais en plus, il a un côté vachement imprévisible, tu vois, il bute un garde en 2 spies. Bah, il fait peur parce que t'as l'impression que c'est vraiment le mastermind suprême et qu'il a une carte dans sa manche, littéralement. Mais c'est ça. Et plein de grenades. Hein, voilà, et toutes les plein de grenades, mais toutes les 3 secondes, quoi. Oui, c'est ça. Mais là où, en plus, il s'arrête jamais. Phoenix fait peur parce qu'il est compulsif et là, tu le vois pas venir. Mais j'entends faire peur comme quelque chose qui fait. Comme un Hannibal, par exemple. Comme un Hannibal Lecter peut faire peur par son côté abominable et vraiment. Ou quand le Joker de Phoenix agit, c'est relativement soft, je trouve. Bon, il éclate la gueule de l'autre contre un pilier, ok, c'est chaud, mais c'est un meurtre justement compulsif, il n'y a rien de vraiment qui me met très très mal à l'aise ou quoi. Il me met plus mal à l'aise par rapport à sa façon d'être, par rapport à son côté. Quand il bute sa mère, par exemple, ça me met beaucoup plus mal à l'aise que quand il... Oui, ça, tu vois. Et en fait, je voulais faire un parallèle justement avec Killing Joke, pour dire que dans Killing Joke, pour moi, ça c'est un Joker qui est parfait de toute façon. Je pense que c'est la pire raclure. Parce qu'en fait, là où il est terrifiant, c'est que il torture vraiment. Oui. Il y a un Joker où vraiment Alan Moore a eu aucune race et il s'est dit le Joker ça doit être la pire raclure ever. Bien sûr. Et en faisant de ce Joker la pire raclure ever, il fait qu'il y a des actes qui sont vraiment moralement hardcore. Et il abuse quasi sexuellement de oui, bah ça c'est Gordon, toujours voilà, oui, non mais bien sûr. Vraiment très dérangeant que j'aimerais beaucoup voir adapté en fait moi ça c'est et je me dis c'est con parce que on l'aura jamais avec un non, on l'aura quand tu vois qu'il n'y a pas une goutte de sang dans The Batman. On l'aura jamais parce que rien que quand il y a des bombes dans The Batman, les bombes batteries, les bombes batteries, c'est des ballons de baudruche. Vraiment ça fait que dalle quoi. Ah putain, c'est les bombes nerfs. Et en fait c'est tellement dommage parce que je me dis mais il y a tellement de choses à faire. Typiquement avec un Joker, il y aurait tellement de choses à faire beaucoup plus dérangeantes. J'aurai l'occasion d'en parler, petit spoil jusque là, avec l'homme qui rit, parce que je compte en parler après. Ce côté dérangeant, que je retrouve avec celui avec lequel je le retrouve le plus, clairement, c'est Phoenix. Ouais. Pour moi, le Joker le plus dérangeant qu'on ait eu jusque là, c'est Phoenix. Bien sûr. Parce que le Joker de Nicholson, il était dérangeant, mais comme ça te dérange que ton tonton te fasse une blague raciste, quoi, parce que c'est vachement gênant et c'est un Joker de merde. Voilà. Le Joker de Ledger, c'est le meilleur Joker sans doute jusque-là. De par sa relation avec Batman. Mais par rapport à plein de trucs de toute façon. Mais il est pas non plus dérangeant. Je le trouve plus. En fait, il est attirant. En fait, là où il est fou, celui-là, c'est que il t'attire dans son. Il est cool, quoi. Le Joker de Ledger, il est. Oui, à tel point qu'il y en a qui pensent que c'est un héros, tu vois. Oui, et que, ouais, après ça, on n'en est pas là parce que ça reste un méchant, mais ça reste le non, genre mais ça reste le méchant que t'adores détester. Exactement. De par sa relation avec Batman, il est incroyable. Il est cool comme le comédien de Watchmen peut l'être aussi, tu vois. Ce truc de c'est un salaud, c'est un fils de pute, mais parce qu'il est si bien écrit, qu'il a sa propre morale et sa façon de penser qui est tellement décalée du monde. Puis il a ses punchlines, il a ses comme un Tyler Durden aussi, tu vois. Bien sûr. Et en fait, après, on a eu celui de Leto dont on parlera pas, hein, bien évidemment. Il est aussi dérangeant qu'une blague de tonton aussi, lui. Hein, Ouf, ouais. Plus que ça, même. Comme un discours de Zemmour. Là, surtout. Enfin, même si. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il peut te faire rire comme un discours de Zemmour. Mais malgré lui, en fait, c'est tellement de la merde. C'est exactement ça, ouais. Et après, on a eu celui de Phoenix qui était excellent. Parce que qu'il a vraiment un freak, c'est le plus dérangeant. Phillips, en fait, a parfaitement compris ce truc de, chose que des gens n'ont pas compris d'ailleurs. Pour moi, le génie du film Joker, c'est que il te fout le nez dans ton propre caca. Il te dit t'aimes bien ce personnage là, et regarde, il va tomber petit à petit, et en fait j'ai l'impression qu'il reprend ce que Ledger avait laissé, à savoir ce truc cool justement. Et qu'en fait, il te le rend tout cassé, tout fripé, tu vois, et que t'en fais quelque chose de beaucoup plus torturé. Le Joker de Phoenix n'est pas cool. Hein, mais en plus, le Joker de Phoenix, c'est vraiment un gros loser. Et puis, les gens qui disent, mais je le prends en pitié quand même. C'est vrai que Ledger, il a ce côté, genre, il sort des bazookas, enfin, tu vois, c'est... Ah, mais celui de Ledger, il est à fond. Il est à fond, c'est son côté, c'est un côté très comique. Come on, hit me! Come on, hit me! Pour moi, ça, c'est très comique, ça. Bien sûr, totalement. Et en fait, avec celui de Phoenix, je me dis, c'est trop cool parce qu'on retourne à quelque chose où on te fait aimer un personnage, ou en tout cas, on te fait avoir de l'empathie pour un personnage qui est abominable. Tu vois, dans Journey, t'as des passages de vrai amour profond entre Mickey et Mallory Knox, voilà. Et pourtant, ils ont aucune race. Ils mettent des gens, des enfants, plein de trucs, quoi. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, moi, et c'est quelque chose que je voudrais voir plus
Non pas forcément le côté torturé du Joker et ce côté un peu victime, entre guillemets, qu'il peut avoir à certains moments, mais ce rapport à prendre le spectateur, d'une part, ne pas le prendre pour un con, et en plus de ça, lui donner quelque chose qui le prend à revers. Nolan avait fait ça justement parce qu'on pouvait encore s'attendre à quelque chose de clownesque, et il a fait bah non, moi je te place ça et puis t'es pas prêt mon pote. Et en plus le film était en full crescendo, donc ça allait vraiment... Et là, il te réinvente le truc, Todd Phillips, et c'était vachement cool. Et c'est quelque chose que je n'entrevois pas avec Barry Keoghan. Mais parce que qu'est-ce qu'on attendrait de lui ou même d'une suite en fait. Déjà, moi je l'attends pas lui. Ce que je veux voir, c'est un Mr. Freeze. On peut en parler, voilà. Nous, clairement, le truc qu'on aimerait le plus. Moi, il y a deux choses que j'aimerais voir, deux méchants vraiment que j'aimerais voir adapter. C'est Mr. Freeze, clairement, parce que t'as 1000 acteurs déjà à prendre qui ont la gueule de Mr. Freeze. Oui. Et t'as 1000 choses à faire avec le personnage, parce que tu peux l'adapter de 1001 façons différentes. Alors oui, il a un côté assez extravagant dans son origine de base, mais tu peux, comme ils ont fait avec le Riddler, en fait, pour moi, tu peux le poncer un peu. Tu peux faire en sorte qu'il soit moins extravagant. On va pas faire un Arkham City, tu vois, où genre vraiment il a ce scaphandre de ouf. Pour moi, il y a un juste milieu à trouver, parce que tu n'en fais pas un Arkham City, où c'est vraiment Buzz l'éclair. Oui. Mais tu me fais pas la version Gotham où c'est juste un mec en doudoune avec un pistolet laser. Bien sûr, et puis même, de toute façon, je pense que t'as quelque chose aussi de il faut garder dérangeant. Bien sûr. Moi, il faut garder ce côté malédiction de l'homme glace, tu vois, où c'est vraiment le mec ne peut pas survivre en tout cas, sans sa tenue. Garder ce côté peut-être mélancolique. Déjà, oui, après tu vois. Ça fait quand même l'essence du personnage. Oui, mais garder ce côté mélancolique, il l'avait celui Gotham. C'était aussi, il me semble, Victor Fries avec sa femme. J'en sais rien, j'ai la flemme de voir ça. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'il avait zéro design. Et puis c'est Gotham. En plus, c'est Gotham. Et même, en fait, tu vois, il a aucun charme. Pour moi, le design de Mr. Freeze, c'est aussi important que les oreilles de Batman. Enfin, tu vois, c'est... Ah, bien sûr. Après, en plus, l'avantage, moi, ce que je trouve génial avec, par exemple, The Batman, c'est qu'il a osé faire quelque chose de quelque peu extravagant. Tu vois, si on en était resté à un Riddler qui bute des gens, ça aurait pu faire un peu monotone pendant tout le film. Le fait qu'il te fasse quelque chose d'aussi fat à la fin avec la ville qui est inondée. Ah oui, bah, bien sûr. Quelque chose de très comics. On peut citer notamment Year Zero, où ça évoque vachement le plan du Riddler là-dedans. Moins extravagant. Ouais, Year Zero, Cataclysme, enfin, c'est vraiment les arcs où Gotham est vraiment un peu sous... Et le fait que t'aies plein de Riddler et tout, le parallèle avec les orphelins, il y a quelque chose où il te creuse vraiment le personnage avec, je trouve, une assez bonne dose de légèrement extravagant. Et puis pas trop non plus. Parce que... en fait, c'est marrant parce que ça m'a surpris par rapport à son design dans le film. C'est-à-dire que quand tu le vois péter des câbles, genre... dans son appel téléphonique avec Batman, il part en mode il part en live, tu vois, en mode full Riddler. Là, tu vois, en fait, mais c'est pourquoi ça me dérange, enfin, ça m'a surpris avec ce design-là, parce que tu pourrais t'attendre à un Riddler qui est plus suave, plus pas maîtrisé, mais plus telltale, plus contenu, plus telltale, plus genre fourbe et moins extravagant. C'est ça. Alors qu'en soi, il aurait eu le design de Arkham City, ça m'aurait moins dérangé parce qu'il a vraiment une gueule de taré. Mais en soi, c'est bien. C'est bien, parce qu'il a gardé ce que fait Enigma dans les comics, à savoir ce côté complètement... On peut pas le retirer, c'est que c'est un full fan de comics, ça se tu voit, vois, même sa Catwoman, elle est complètement comics accurate, son Batman est d'un comics pur, il sort en plus la phrase, non, si tu le butes, tu deviens comme lui. Je sais pas si c'est pas le premier qui dit ça, littéralement. Il y a peut-être, il y a celui de Christian Bale, je crois, dans Begins, il sort relativement... sur le truc là. Ouais, mais bon. Il la formule pas aussi. Ouais, mais lui, c'est du foutage de gueule parce qu'il bute Ra's al Ghul, il bute Harvey Dent. C'est pas faux. Il bute. Alors, ça, on s'est rematé Begin, c'est quand même le plus gros fou rire au monde. Je veux dire, la scène où il est pas censé buter le paysan. Oui, il ne veut pas buter le paysan. Par contre, il veut foutre le feu à la baraque et buter tout le monde, y compris le paysan. Et sans doute les autres mecs qui étaient emprisonnés, qui avaient volé du pain. Sans doute, tu vois. Donc, il y a quelque chose d'assez. Donc, avec en fait tout ce côté. En tout cas, dans les caractères très comics accurate, je pense que oui, un Mr. Freeze serait le bienvenu parce que. Puis il pourrait bien l'adapter, je pense. Il pourrait bien l'adapter, et comme en plus, on a des visuels de Gotham qui est genre inondé de flotte. T'imagines un Mr. Freeze qui marcherait sur les eaux gelées. Oui, mais t'as ce serait vraiment incroyable. Si en plus, on suppose que le film se déroule genre quelques mois après, qu'il y a encore des coins de Gotham qui sont encore un peu inondés. Enfin, même visuellement, la Gotham qui est incroyable. Enfin, non, ça c'est un sans faute. Visuellement, de toute façon, c'est un 120 sur 20. Tu fais passer tu fais se dérouler le film à Noël, ça peut en plus faire des échos un peu à Batman le défi, tu vois. Enfin, tu peux construire toute une espèce d'ambiance un peu poétique. Déjà, quand tu vois en plus ce qu'il a réussi à faire avec un personnage comme le Riddler en soi, à la base, c'est qu'un simple taré. Bien sûr, et ça nous changerait. Parce que le problème de faire le Joker directement après, c'est que ça ferait déjà trop Dark Knight et trop Riddler. Putain, le Joker, c'est bon, on l'a vu. On l'a vu. J'adore le Joker, mais on l'a vu et ce serait vachement repeat, quoi. Alors que un Mr. Freeze, Victor Fries
amoureux de sa femme avec donc sa tenue cryogénisée parce que bon bah forcément c'est un peu l'histoire Paul Dini de base, hein, il s'est fait. En vrai de vrai, tu te dis ça, mais moi ça me dérangerait pas qu'il la change son histoire. Je m'en fous parce que je veux qu'il me propose quelque chose. En soi, oui, quand il a changé l'histoire d'Enigma. Ouais, c'est ça. C'est que quand tu vois ce qu'il fait avec l'histoire d'Enigma, moi, ce serait plutôt l'intérêt que j'aurais à voir n'importe quel méchant de façon dans son univers, c'est qu'est-ce que tu racontes par rapport à ton Batman. Parce que de toute évidence, il a envie de développer son Batman bien à sûr. mort. Et le Riddler va parfaitement dans ce sens-là. Il va totalement dans le sens de ce truc de déjà Batman crée ses propres méchants. Et en plus de ça, il y a là pour le coup le côté yin et yang à mort avec le côté les orphelins de Gotham. Batman qui essaye de faire la paix autour de lui. Batman, Catwoman et Riddler sont 3 orphelins. Hein, oui, et puis en plus, ça va dans la morale de fin qui est, au lieu de faire mon justicier, je vais plutôt essayer d'aider les gens, réellement. Ce qui est nouveau avec Batman. Parce qu'on n'a pas beaucoup vu de Batman comme ça. Pour moi, c'est un Batman full Batman, c'est-à-dire que tu vois, sûr, le Batman à la fin, je le vois complètement dans une Justice League. Quand tu le vois avec le soleil levant et le gamin dans les bras, tu te dis c'est le Batman. Complètement. De toute façon, reconstruisez votre univers autour de ça. Alors, on place ça là, mais Warner, faites un Superman dans cet univers, faites un machin. Ça, ce serait le rêve ultime pour des suites, ce serait reconstruire un univers d'ici, table rase à zéro. Alors, une chose aussi, c'est qu'on est d'accord que si tous les films de super-héros aujourd'hui avaient la qualité de The Batman, ce serait super bon. Bien sûr, ce ne seraient pas les films les plus excellents, mais ça ferait le taf. Super bon pour moi. Ça ferait, c'est un peu plus c'est au-dessus que de ça fait le taf, tu vois. Pour moi, bien sûr. Iron Man 1, il faisait le taf, tu vois. Alors que là, on est sur un truc qui propose une grosse vision vraiment. En plus d'adapter bien le comics, mais de respecter les persos, tout simplement. De respecter les persos. Ça propose un truc et puis c'est de plus en plus quelque chose à raconter, ça fait du bien quoi. C'est de plus en plus rare déjà que quelqu'un ait quelque chose, qu'un réalisateur ait quelque chose à raconter et surtout que les persos soient vraiment respectés. On parle dans le monde du super-héros, attention. Non, bien sûr, mais surtout chez DC, où genre ces derniers films, les personnages respectés. Bon, la JL en tête, c'était pas trop ça, quoi. Encore, à choisir, on va pas s'embarquer dans ce débat-là, parce qu'on en a plus fini. Non, bien sûr. Mais en fait, oui, ça fait du bien de voir ça comparé à du MCU, quoi, où les mecs, ils font tout lisse, histoire que le public soit ravi. Ça, voilà, c'est beaucoup de gens l'ont dit, et c'est vrai, mais voilà. Voilà. Donc c'est vrai que Mr. Freeze sera un ennemi intéressant, pareil, moi j'aimerais... Matt Reeves parle beaucoup, et le cast aussi parle beaucoup de la cour des hiboux, qui en soi serait une bonne idée parce que sur le papier c'est quand même un concept de fou, la cour des hiboux. Oui, complètement. Le seul problème c'est évidemment son application qui dans les comics sur la fin était un peu ratée. Je veux dire, la fin de The Batman là, j'ai du mal à voir comment ça pourrait pas faire repeat. Parce que en soi le côté, on te révèle qu'en fait il y a toute une organisation et ça se barre en steak. Mais avec après Gotham. Comme je t'avais déjà dit en off, en fait ça ferait que aller crescendo. C'est-à-dire que le Riddler t'apporte des informations sur le fait que Gotham est complètement corrompu, que c'était Falcon qui maîtrisait ça depuis le début. On pourrait s'arrêter là. Et ce qui pourrait être justement intéressant, c'est de se dire, bon, Batman, voilà, pense que c'était ça, et qu'en fait, le principe de la cour des hiboux, non, il y a encore pire en dessous, et c'était eux la tête de tout. Oui, bien sûr. Ça fait un peu cliché, genre, c'était moi. Ah non, non, tu parles par rapport au Riddler. Pas par rapport au Riddler. Non, pas par rapport au Riddler, par rapport à la hiérarchie de Gotham. Où genre, là, à la fin du film, on aurait pu se dire que c'est Falcon qui était un peu la tête de tout ça. Je suis pas fan. Je suis pas ultra fan. Parce que pour moi, ça ken un peu toute l'idée du 1, du coup. Parce que dans le premier, en fait, l'idée, c'est justement... tu penses que le bon, c'est le bon. Et donc, en gros, toutes les têtes de Gotham, le commissaire, le proc, tout ça. Et en fait, non, c'est une sale race de Falcon qui tient les manettes. Et en fait, ça va dans ce que Batman comprend à la fin, à savoir, je veux pas être ce mec, moi je veux être le gars qui aide les gens à monter, qui sauve des gens littéralement, qui les guide. Après, mais ça peut c'est magnifique quand même. Ça peut être une certaine remise en question du Batman, c'est-à-dire qu'il part là-dessus. Et dans le 2, il se rend compte qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et limite, tu vois, genre plot twist, la mère de Gotham qui est très parfaite, fait partie de la cour des hiboux. Je sais pas, moi en fait je trouve que ça, au bout d'un moment, faut aussi que ça évolue un peu. Parce que là ça ferait vraiment, vraiment, et puis il y a une autre couche, et puis un machin. Après tout dépend de ce qu'il a envie de raconter. Enfin moi de toute façon, n'importe quel méchant, il peut utiliser n'importe quel méchant. Du moment que l'idée par rapport à ton Batman elle est intéressante, ça me va. Bah surtout qu'en fait, si tu fais la cour des hiboux, ok. Par contre en menace physique, faut se les sortir du cul, parce que la cour des hiboux c'est quand même des mecs... En costard-cravate. Non, c'est des mecs en costard-cravate, mais surtout leur menace physique, c'est l'ergot. Et ça reste des espèces de zombies, tu vois, ramenés à la vie. Après, tu peux l'adapter autrement. Attention. Quand tu vois ce que Nolan a fait avec un truc aussi nanardesque que Ra's al Ghul. Oui. Tu vois. Ouais, mais après, pourquoi pas, tu vois, ce serait un peu la touche de fantaisie dans cet univers. Non, arrête, mec, on va pas te balancer des zombies dans un...
Dans un... Non, Oui. non, pour moi, de toute Enfin, façon... voilà, c'est pas vraiment des zombies, mais disons que c'est vraiment. Ils sortent de cercueil, quoi. Tu vois, Ouais, mais je trouve que ça a aucun intérêt. Ça sert Ouais. à rien dans un comics. C'est parce que ça fait comics. Enfin, comment dire. Oui. Dans un comics, il y a un gros côté kiff. Oui, Dans bien un sûr. truc là, quand tu vois Batman se bastonner au katana, avec Contre katana ou contre plein de trucs. Oui, contre Ra's al Ghul, contre quoi. Ra's al Ghul qui se bastonne à l'épée, qui Bien le sûr, ouais. plante parce qu'il a aucune race, parce qu'après il peut le balancer Ouais. dans la fontaine de jouvence. Et c'est parce que ça permet certains kiffs. Oui. Là, l'ambiance de The Batman, clairement, se prête pas à ça. Il a Bah, pas envie c'est- de raconter ça. En tu fait, vois. le seul truc, c'est que la cour des hiboux collerait fou là, cet esprit thriller et enquête que Matt Reeves a l'air de vouloir développer. Mais après- Le seul problème, c'est que ça me ferait chier de voir ça en effet sur toute une trilogie. Ouais, parce J'aimerais que pas que tous les films c'est- Voilà, j'aimerais pas que tous les films Batman soient juste des Hercule Poirot, quoi. Oui, bah, oui. Quand tu clairement. vois en plus le potentiel action qu'il peut avoir ce Batman-là, tu le vois à la fin où il débarque, Oui, non, mais complètement. tu vois, où vraiment ça peut être assez Bah, spectaculaire. après, on peut se demander aussi, par exemple, s'il faisait un freeze, quel genre de potentiel baston il aurait réellement. Il n'y a pas beaucoup Oui. de potentiel baston. Après, Oh, si, quand même. Hein. Déjà plus de potentiel baston avec un Mr. Freeze que Enigma, tu vois, sur le papier. c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Pourtant, Enigma, il a quand même réussi à en faire, voilà, une secte et tout. Bah, après, en plus de ça, je dis ça, je me fais l'avocat de mon propre diable. Quand tu vois qu'à la fin, il est beaucoup plus axé dans cette espèce de truc d'infiltration et qu'on a vraiment un Batman un peu plus qui commence petit à petit à S'infiltrer et devenir... pas à bourriner. Voilà, exactement. En fait, pour moi, c'est tout le génie, par exemple, de ces 3 scènes consécutives où il débarque à l'Iceberg Lounge. ou la troisième, mais malgré le fait qu'elle serve à rien, hein, parce que c'est encore lié à l'histoire de Catwoman là. Bah, si, il vient arrêter Falcon en Oui, c'est soi. vrai qu'il, oui, Mais du coup, il ça aurait pu être- venir c'est arrêter ça. Falcon et pas C'est vrai. sauver Selina. Sans soi, la finalité serait restée la même. C'est clair. Et en fait, oui, quand il débarque là-dedans, pour moi, là, c'est le plus gros kiff. Premièrement, en tant que fan de comics, et deuxièmement, en tant que spectateur lambda, parce que je vois vraiment l'évolution, la grosse évolution du personnage. Elle est là-dedans quand il s'infiltre, qu'il est en Bruce Wayne, entre guillemets, enfin qu'il est en mode civil. Oui. Ça, je trouve ça excellent. Je me dis, putain, d'accord, ok, on a quelque chose, une grosse évolution. Puis oui, le fait que ça se répète, il débarque la première fois, il toque, il y va en mode bourrin. Ouais, Il va la deuxième fois en Bruce Wayne, limite à poil. ouais, c'est Il ça. se fait rembarrer comme une grosse derms. Maintenant, il se fait pas rembarrer, il rentre, mais Ouais, il mais. y va pas pour faire quelque chose Ouais, de mais, très... ouais, mais il repart en chialant, tu C'est vois. ça, oui, exactement. Et la troisième fois, il y va, et De façon méthodique. that's my Batman, Voilà. quoi. Bien Puis sûr. t'as le truc où il éteint les lumières et tout Ah, ça. bien sûr, Là, ouais. il pose son ambiance, quoi, tu vois. Il que devient fais- la grosse menace. Ce que faisait par contre Bale dès le début. Bale dans Batman Begins, c'était littéralement. Et c'est d'ailleurs un gros reproche que j'aurais à faire à Bale. Pas, C'est que... pas vraiment, parce qu'en se le remettant, on s'est quand même dit qu'en fait, ce qu'avait Bale, contrairement à Pattinson, c'était surtout Rachel. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit que Hmm. Christian Bale, dans Batman Begins, apprend tout ce que Pattinson doit apprendre dans son film à lui, donc ne pas user de vengeance pour faire la justice. Dans la demi-heure, quoi. Dans la demi-heure, quand Rachel lui met une baffe à la gueule et lui dit que c'est Ouais. pas comme ça que t'arrêteras les criminels. C'est clair. Enfin voilà. Donc là, on s'écarte un Et en peu, plus, mais l'intérêt qu'il y avait aussi, pardon, avec ça, c'est que derrière, il se faisait niquer la gueule par le Joker aussi. C'est que Oui. il t'a construit un truc jusqu'au sommet, et puis dans le 2, il te le redescend. oui, oui. Tu vois, et donc il est là l'intérêt, alors que le Pattinson, il a peut-être un potentiel justement différent, qui fait que lui, il peut aller en crescendo et avoir un parcours qui peut être vraiment intéressant par rapport à ce qu'il a à découvrir, peut-être même par rapport à sa relation avec Alfred. Là où c'est un peu frustrant, c'est que forcément, il y a des C'est vrai trucs que dans une suite, j'aimerais quand même voir plus de bah, Alfred. il a l'air de se diriger vers un truc comme ça, vu que, enfin, étant donné que il est vachement moins fermé, après, tu sais que t'as cette scène entre les deux où ils ouvrent leur cœur un peu, tu vois. Oui. Ça laisse à imaginer qu'après il puisse se passer quelque chose de différent. Donc il faut vraiment que Matt Reeves y change. Et je lui fais confiance là-dessus parce que je me dis, ça m'étonnerait pas, au vu de ce qu'il a envie de proposer avec le personnage, qu'il ait vraiment envie de le faire évoluer, de le faire changer sans aucune race. Et en plus, ça peut aller avec énormément de méchants. L'avantage, c'est qu'il a une panoplie de méchants qui est terrible et que du coup, tu peux te servir de tout et n'importe quoi en fonction de ce que tu as envie de raconter. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis que j'en ai un peu rien à secouer de qui ce sera le prochain méchant. Ce serait intéressant de voir certains. Il y en a certains que j'aimerais beaucoup voir. Par exemple, une Poison Ivy dans ce monde-là, C'est vrai. ça me ferait triper parce que je pense qu'elle a un potentiel glauque qui est incroyable. En plus, ça fait partie de ces méchants que tu peux un peu downgrader, c'est pas en faire forcément une espèce de méga mutant chelou. Qui contrôle les plantes. Exactement, et en faire quelque chose d'un peu plus dérangeant, tout en gardant un côté thriller. Et puis tu peux faire mille et une choses. Ouais, tu veux un potentiel baston, clairement, elle peut entre guillemets empoisonner des gens, les rendre tarés. J'allais tu dire, en vois, fait, elle peut envoûter des forces de police ou juste envoûter, des.
C'est Non pas mais, ça exactement. non, mais que- quand je te dis envoûté, c'est en tout cas leur retourner le cerveau. Ouais, exactement, et, faire en sorte qu'ils et deviennent tarés, quoi. voilà, et Batman serait quand même dans une situation assez délicate parce qu'il doit les arrêter sans vraiment leur faire de mal, surtout si tu dis que c'est vraiment des gens lambda. Et en plus, ça va dans l'évolution, parce que du coup, il doit apprendre à pas bastonner tout ce qui bouge. Ben oui, c'est Ouais. ça. Voilà, donc de façon maîtrisée, plus méthodique. Voilà. Ouais, donc ça Donc peut c'est vrai être que ce vachement serait, cool, ce ouais. serait assez intéressant. Ouais. Un épouvantail aussi, même si on l'a déjà vu, mais après tout, Mr. Freeze aussi. Alors, Donc, l'épouvantail, moi je serais grave chaud. Hein. pourquoi Surtout dans pas. cet univers, quand tu vois que je suis sûr que Matt Reeves il a moyen de faire des scènes d'horreur incroyables. Ah ouais, quand Ah, tu vois moi, ce qu'il ça- fait déjà avec Nigma. La oui. première scène de The Batman, vraiment, je me la remate en boucle. Je la trouve, mais je la trouve d'un. Ah, mais elle est magnifique, elle est vraiment. Tu vois, puis c'est ce truc de. euh, beaucoup de gens ont tendance à dire qu'on voit énormément de screamers dans des films d'horreur et tout. Ouais. J'irai pas jusque-là, mais je dirais qu'on voit énormément de. Quand il y a un personnage qui apparaît, on t'appuie le truc à mort. Mm. Et là, je vois un code d'horreur que. Eh ben là, attention, je vais prendre un exemple très parlant. Que la dernière fois que j'ai vu, c'était dans Halloween. Ouais, de Carpenter. là, C'est exactement, ouais. dans celui de 78. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit clairement que c'est une grosse inspi. Hein, Bah, Enfin, je veux dire, la scène de la bagnole. là, clairement, on peut on vous se mettre l'est dit, on peut vous hein. mettre des images. La scène de la bagnole, elle est évidente que C'est vrai. C'est vraiment du Michael Myers. Quoi. Et en fait, il y a ce truc de quand il apparaît, tu vois, t'as un Bien léger bruit, un tout petit son qui commence à popper avec C'est son vrai que thème. c'est vrai que t'as un petit bruit. Ouais. T'as son. Bah, Mike Myers. Un peu à la Myers. Voilà, Myers. Et le Riddler, il a son Ave Maria qui est léger dans le fond, c'est Bien ces sûr, trois ouais. petites notes là. Ouais. Et c'est magnifique. Et je me dis, ouais, ce qu'il pourrait faire avec l'épouvantail, putain. Puis ça peut développer énormément de choses sur le Batman. Bien sûr. Puis même si on revient à Mr. Freeze, Michael Giacchino en orchestration musicale, Ce serait super. tu vois ce qu'il nous fait sur le Riddler. Non, puis même, enfin, les visus. De toute façon, moi, niveau visu, je pense qu'il peut te faire tout. Même, même avec le Joker, je suis sûr qu'il est foutu de faire un truc sympa. Évidemment. Quand tu vois à quel point il creuse ses visuels pour que ce soit magnifique constamment. Et c'est d'ailleurs ce qui rend en fait les scènes avec Barry Keoghan cheap. Ouais! Parce que C'est clair. elles sont pas plus taffées que ça. Je veux dire, la scène où Riddler et Joker parlent à l'asile, bon, bah c'est des vieilles, ils sont entre quatre murs, dans des petites cellules dégueulasses sorties de Lego Batman. Le Et- Riddler est beau. Le plan sur le Riddler est assez joli. Le plan sur le Riddler est assez joli, mais il fait tellement prout dans Oui. tout ce film-là, Hmm. et que ça fait vraiment scène torchée. Bah, ça fait Et- champ contre champ, et- champ contre champ. Et même l'autre scène, qui vient de leaker, enfin qui vient d'être lancée, pas forcément leakée, qui elle était censée quand même être un pivot assez central, n'est pas. Il y a des plans qui sont assez stylés. En effet, l'introduction de Batman dans la cellule est Ah, elle est stylée. cool. Le Joker de dos là, ça par contre, c'est le genre de truc où je me dis, ok, donc on te pose un truc où lui c'est. Ok, mais l'emmerde c'est que derrière, bon. Osef quoi. Voilà. Ouais, C'est c'est pas- ça. D'autant plus que c'est con, hein, mais ils ont pas de thème du coup pour le Joker. Ah non, ils ont pas de Et thème. du coup, t'entends Ave Maria au début. Oui, c'est Au vrai. tout ouais, début, ouais, t'as le ouais. tête de la scène, t'as légèrement. T'as le thème Ave du Maria, Riddler, ouais. Parce que bon, on va parler du Riddler, c'est toujours en rapport avec le film. Bien sûr. Mais ouais, je me dis. Ouais, c'est bon, triste, quand même. C'est con, mais après, j'ose espérer que parce qu'elle est pas dans le film, on peut, je dirais pas repartir de zéro, mais te faire une introduction différente dans le 2. Peut-être que dans le 2, si. Enfin, et il Je sera. pense il sera qu'à terme, quand la même. scène sera canonique. Ça m'étonnerait pas que dans les versions DVD, ils la sortent. Oui, mais je pense qu'elle sera canonique comme une scène en version longue peut l'être. Mais pour autant, c'est pas Ouais, ce qui enfin, empêcherait que dans le 2, il ait une introduction. Tu vois, regarde l'introduction de Dark Vador dans Star Wars 4, elle est éclatée au sol. Oui. Alors que l'introduction de Dark Vador dans Star Wars 5, enfin tout ce qui touche à Dark Vador dans Star Wars 5, Et oui, Ça c'est bien claque. plus iconique. Ouais. exactement, parce qu'il a eu le temps de taffer le personnage, de potasser le C'est truc vrai. et son histoire, il a eu le temps de gérer un peu plus. Donc j'ose espérer ce genre de choses-là si ils réutilisent le Joker. Ils vont réutiliser le Joker de toute façon. Mais Warner, bah, coucou à vous. je vous vois. Et je vous emmerde par la même occasion. Enfin, voilà. Donc, Voilà, donc je pense qu'on a bien dit tout ce qu'on avait à dire autour du Joker Batman, Hum. de nos attentes. N'hésitez pas à nous en parler. Hein, de Bien toute sûr, façon. hein, toujours curieux de savoir ce que vous attendez pour la suite, ce que vous pensez de Barry Keoghan, pourquoi vous l'aimez, si certains sont fans ou aiment bien l'idée. Hum. Voilà, parce qu'après, forcément, nous, c'est vraiment Peut-être notre même vision. vos théories, parce que Bien sûr, parce qu'on hein, sait toujours pas qui c'est, donc Bien autant sûr, on théoriser sait toujours tous pas qui ensemble, c'est. hein. Bah, tout à l'heure, moi, j'ai théorisé sur le fait que ça allait devenir le Joker là. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai théorisé sur le fait qu'il venait de l'arrêter juste après la chute dans la cuve. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, c'était juste un vieux gangster et qu'une fois tombé dans la cuve, hop, Batman l'a arrêté et il est parti à l'asile. Et donc, il serait, entre guillemets, devenu le Joker dans l'asile. Et donc, ça... il y a des théories aussi de beaucoup de gens Ouais. qui disent qu'il est né dans l'asile, qu'il a grandi là-bas. Bah, je pense moi, ça me pas. ferait triper. Non, mais alors, Je pense pas, parce que je vois pourquoi Batman viendrait le voir. Un truc qui me ferait triper, moi, ce serait que si jamais on me disait que genre il était dans l'asile, ouais, mais peut-être que justement lui, il a côtoyé que des psychopathes toute sa vie et qu'il a la façon de penser de ce genre de truc-là où, enfin, tu sais,
un truc où il est arrivé dedans jeune, quoi, tu vois. Oui, mais je vois mal Batman se renseigner sur tout ce qui se passe à l'asile d'Arkham Ça, c'est à eux de me l'expliquer, de toute façon. et me dire tiens, je vais aller voir Ce gars-là. Joe, tu vois, parce qu'apparemment il est réputé pour mordre les oreilles de son conjoint, tu vois, enfin de son partenaire de cellule, tu vois. Oui, oui, Tu je vois, vois, donc, mais je sais pas, donc il y a moyen d'exprimer des trucs, quoi qu'il arrive. Oui, À voir. à voir. À voir. Pour l'instant, c'est une mauvaise impression qu'on en a. Mais moi, je me garde ma carte retournement de veste dans un coin parce On verra. qu'en fait, je me dis, On verra. quoi qu'il arrive, ça dépend de ce qu'il racontera par rapport à Batman. Si c'est réellement nécessaire et qu'on se rend compte qu'il a réellement un truc à raconter avec, ce sera quoi qu'il arrive intéressant. Oui. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit le cas, tu vois. Moi, j'attends que ça. Hein. On verra. Moi, j'attends que d'ici 2-3 ans, vraiment, on refasse Ouais, une dans zone tous les photo cas, oui, et bien que sûr. je fasse putain, Ouais, tu te souviens de ce c'est- qu'on avait dit, c'est- on était voilà. cons, tu vois. Donc, Ouais, non mais ouais. Bon, de toute façon, moi je juge verra. la scène. Je juge la scène, son importance dans le film, prout, voilà. ouais. Donc voilà. Donc deuxième sujet est Sorti de cette Batmania, je vais pouvoir et cracher c'est ma haine. Nicolas Cage qui sort la tête de son cul Nicolas, bah on l'avait déjà vu, donc oui, au cas où vous ne le savez pour pas. faire Dracula. Exactement, il va y avoir une nouvelle adaptation du roman de Bram Stoker, Dracula, sorti en 1897. Qui est donc un roman que tout le monde connaît, hein, de près ou de loin, on sait tous qui est Dracula, on a tous au moins vu une image d'un des Dracula qui a déjà été fait au cinéma, et dans la lignée de ce que veulent faire ces cons de Universal en ce moment, à essayer de remaker leurs monstres et tout, ils ont eu la merveilleuse idée de faire un spin-off sur Renfield. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, Renfield, c'est en très gros un esclave de Dracula qui, dans le bouquin, a eu la même histoire que le personnage principal, à savoir aller voir le comte chez lui et devenir complètement taré. Et en fait, du coup, il a fini dans un asile où il donne énormément d'infos aux personnages principaux, notamment à Van Helsing et John Seward, qui enquêtent sur Dracula. Et ce personnage-là est assez intéressant dans le bouquin déjà, malgré le fait qu'il soit pas beaucoup creusé. Il a énormément de potentiel, mais il est intéressant à sa place. En fait, ça fait partie de ces personnages qui n'ont pas spécialement ambition à être plus que ça. Et faire un spin-off sur lui, je trouve ça complètement débile, d'autant plus que quand tu vois qu'ils ont pris Nicolas Hoult pour jouer Renfield, Nicolas Hoult qui a parfaitement la gueule de Jonathan Harker, soit le personnage principal du roman, et où tu te dis, mais en fait, vu ce qu'ils ont l'air de vouloir raconter avec le film, tu peux raconter énormément de choses avec Dracula. Il n'y a qu'à voir la série de 2020. Bon, c'est pas un exemple, hein, parce que c'est de la grosse merde, mais ce qu'il racontait avec Jonathan Harker était assez intéressant. Dedans, Jonathan Harker était clairement contaminé. Il avait clairement, ça devenait clairement un vampire. On voyait qu'il avait jamais, par exemple, écrit son... Dans le roman, si vous voulez, c'est un roman épistolaire où tu suis le journal de beaucoup de gens, notamment celui de Jonathan Harker. Et donc c'est un truc hyper culte qui était déjà gardé dans celui de Coppola. Et en fait, dans la série de 2020, ils ont fait que il a jamais écrit son... Tu crois qu'il l'écrit, son journal, sauf qu'en fait, au moment où on te le sort, il y a marqué des éloges à Dracula. En gros, il y a marqué genre en boucle Dracula est mon maître, Dracula est mon maître, ce qui est une idée géniale. Ouais. Parce que déjà, pour ceux qui ont lu le roman, c'est super, ça te surprend. Et puis même, quand avant on te le présente ainsi, ça te retourne, et je trouve ça méga intéressant. Et donc là, ouais, moi, quand on m'a annoncé qu'il y allait avoir un spin-off sur Renfield, j'ai tremblé des genoux, parce que je me disais, ouais, pourquoi faire? Surtout quand tu vois ce qu'Universal ont déjà pu faire avec genre l'homme invisible, ça fait mal. Et ouais. J'allais dire, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'ils essaient de refaire les monstres Universal. Ouais, clairement. Ouais. Je pense qu'en fait, ils ont... je vais y venir d'ailleurs, je pense qu'ils ont leur idée MCU-esque. Dans un non, c'était même pas ils ont, c'était oui, c'était de toute façon ils l'avaient clairement annoncé à la sortie de La Momie ou de je sais plus quel film d'ailleurs, je sais plus. Je crois que c'est La Momie, ouais. Il me semble que c'était La Momie. Il me semble même que c'était censé être lié aux espèces de Dracula années 2000 là, tu sais avec ça. Untold, il me semble quand même tout ça a été censé faire. Et donc on avait aussi le remake abandonné de La créature de l'Amant Noir, il me semble. Ça remonte. C'est en 2019. En 2009, pardon. C'est en 2009 ça. En tout cas, c'était dans les cartons de faire vraiment les MCU des Universal Monsters, tout comme c'est pas eux d'ailleurs qui font le Godzilla Kong Universe. Je sais pas trop, c'est probable, ouais. Je crois qu'il y a pas de Warner là-dedans plus. Ah, c'est plus. Oui, c'est Warner. Oui, c'est Warner. Ça, ouais, enfin bref, tout comme Warner font leurs freaks. Ça leur ressemble de toute façon. Les Universal Monsters étaient déjà des sortes de MCU à l'époque. En soi, oui, on avait déjà eu Frankenstein et voilà, et Dracula. Des trucs, ouais, Frankenstein contre le loup-garou. Bien sûr, ça se faisait beaucoup, notamment dans pas longtemps là, on va avoir j'ai très hâte d'ailleurs un remake de Monsters, qui était une série des années 60 en gros. Ouais. Imagine Friends.
Oui, mais avec les le monstres, ouais, Universal tu m'avais montré. Monsters. Ouais. Ça a l'air génial. En soi, on avait aussi eu Werewolf avec Del Toro. Oui, bah ça, oui, c'est sûr. Ouais. Et en fait, là, Monsters va être remaké en film par Hopkins. Rob Zombie dans pas longtemps. Ah, d'accord. Et du coup, en fait, lui qui est un gros Qui est fan. lui, hein, voilà, un amoureuse. En plus, comme ça a l'air déjà fucked up de base, ça peut avoir un potentiel trop cool, quoi. Bien sûr. Mais enfin, et du coup, les gars, ils sont. Donc on a cette image, hein, surtout, que vous avez là, sans doute, là, quand elle a popé. Alors en fait, moi déjà, c'était je vais vous mettre une autre image, c'est celle du clap. Une des premières images qu'ils ont balancées, c'était le clap de tournage, où en fait, tu vois le titre qui est en mode méga Pepsi, qui est vraiment en rouge et jaune façon Pulp Fiction, tu vois. D'accord. Et en fait, je me suis dit, d'accord, donc le film va avoir un ton vraiment années 60. Ouais, c'est un film de Taika Waititi, quoi. Bah, dans l'esprit, et j'y viens, je pense que oui, parce que déjà, on doit le film à Chris McKay, hein, qu'on a pu voir sur Tomorrow War, qui a l'air d'être un film vraiment de Yes Man absolu. Et Lego Batman. Et Lego Batman. Et Lego Ninjago. Ouais, il a taffé sur Lego Ninjago, il a taffé sur plein de trucs, il a même taffé sur, je crois qu'il était à l'écriture de Lego Movie, le 2 aussi. Ouais. Et en fait... donc purement un mec de comédie, quoi. Ah, donc en fait, ouais, le gars fait énormément de comédie. Donc, et de pop culture, en fait. J'ai du mal à savoir si le mec, étant donné que je connais pas beaucoup son taf, j'ai du mal à savoir si c'est un gros yes man ou alors si il taffe sur des petits trucs à droite à gauche comme un auteur, tu vois. Bien sûr. Et que il fait ça pour combler les fins de mois, quoi. Et qu'il y a un moment où peut-être qu'il a quelque chose à raconter là. Et je me dis, mais soit. Après, Lego Movie, c'est pas une tâche non plus sur le CV, hein. Ça reste un très bon film de comédie. C'est super, hein. Même Lego Batman, c'est très cool. Mais le truc, c'est que je me demande ce qu'il va bien pouvoir foutre avec un. D'autant plus que ça se passe à notre époque. Hein. C'est-à-dire, ça se passe pas du tout en 1800, c'est un truc qui se passe à notre époque. Et après, en soi, on a cité Taika, mais Taika, il a quand même fait Vampire en toute intimité. Après, s'il m'en fait un truc comme ça. Et c'est reprendre le principe des vampires. D'ailleurs, ce serait pas pour rien qu'il prendrait Nicolas Cage. Voilà, il y a clairement. Il y a toutes les sortes de vampires dans Vampire en toute intimité. Il y a clairement un Nosferatu. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et ça reste une super comédie. Oui, complètement. Parce qu'en plus, tu sens que Taika, il a un immense amour pour les vampires, quoi. Ouais. Les vampires, les loups-garous, tu sens que le mec, ça le passionne réellement. Mais, on est chez Universal. Et en fait, moi, je crains... Tu sais ce que je crains ? Ouais. Tu vois, Free Guy, récemment, je crains ça, moi. En fait, moi, je crains... Donc, tu crains le film commercial Pas forcément commercial, je crains le film... qui vire beaucoup au MCU-esque. Ouais. Parce qu'en soi, c'est clairement né de ça, hein. Enfin, ça découle de ça. Pseudo et rated R façon Deadpool, tu vois. Oui, enfin, qui essaie d'être irrévérencieux, en tout cas. Exactement, tu sais, genre vraiment, en fait, je crains les Gardiens de la Galaxie façon... Oui, voilà, en fait, tu sens, l'inspi James Gunn, l'inspi même Taika... Et tu sens que les mecs, ils ont... Bah, en fait, ils tirent leurs inspi des mêmes trucs, à savoir... tu regardes, il y a pas longtemps, je me faisais une réflexion... En fait, ce Dracula-là, niveau gueule, le Nicolas Cage, c'est un parfait mix entre Christopher Lee et Bela Lugosi. Niveau gueule, je ne sais pas ce qu'ils ont réussi à faire, mais quand vous voyez l'image, il a un chouïa de Bela Lugosi, et puis le côté un peu plus standing like a man, quoi, tu vois, qu'il avait le Christopher Lee, quoi. Ouais. Et en fait, je me dis, je pense que les mecs, ils vont clairement jouer sur du gros fanservice, déjà, premièrement. Et en plus de ça... j'ai hâte de voir Nicolas Hoult. Même en fait déjà, ils peuvent nous faire un truc intéressant parce que j'aime beaucoup cet acteur. Bien sûr, mais après même le fait d'avoir choisi Nicolas Cage, c'est pas anodin. C'est pas un hasard. Mais ça va être une comédie. Voilà. Ça a été annoncé ça pour le coup. De ce que tu me dis par rapport au clap et au titre, le réalisateur, en effet, l'envie sans doute qu'a Universal à vouloir faire ça, le fait d'avoir choisi Nicolas Cage n'est pas anodin. C'est clairement pour en faire une espèce de, c'est limite même une critique de lui-même, quoi. Il va sans doute encore jouer un rôle un peu fantoche, tu vois, où... il voulait faire autre chose, je sais plus exactement ce qu'il voulait faire. Ils avaient un projet abandonné, et en fait Nicolas Cage avait le choix entre ça et Dracula. Et en fait il a choisi Dracula parce que justement en fait il exprimait lui que ça lui faisait du bien un peu de se dégager de ce truc de nanar complète et qui fait ces derniers temps. Parce que moi justement je voyais complètement ça, où le film allait avoir une espèce de ton vibe série Z. Il va avoir une vibe série Z. Tu vois, et qu'ils ont pris Nicolas Cage en Dracula, qui est quand même le personnage le plus important de ce film. Je pense aussi, oui. Pour ça, tu vois. Oui, mais le truc, c'est que je pense que ça va pas l'être. Tout comme Taika joue un vampire bien sûr. en toute intimité. Ouais, mais je pense que là, il va avoir ce côté où vraiment... Oui, ça va être Nicolas Cage. On va pas voir Dracula, là, clairement. Mais non, bien sûr. Et en plus... en plus, ce qui est horrible, c'est... J'aime bien son design. Je l'aime pas en tant que Dracula, mais il me fait triper. Son design est fandard. Il me fait délirer. Son design est fandard. Après, mettons qu'Universal veulent développer donc un univers autour de ça. Le seul problème que j'aurais face à ça, c'est que ça va vraiment faire
MCU. C'est ça? Voilà. Non, ça C'est-à-dire que- m'étonnerait pas que ce soit lancé. C'est le modèle. C'est-à-dire qu'on va avoir le Dracula Cage. Le Dracu Cage. Le Dracage, ouais. Le Dracage. Donc qui va être complètement fantoche et sans doute danser sur du Jimi Hendrix, tu vois. Oh, putain, j'ai un peu envie de voir ça Voilà. quand même. Mais qui donc va être vraiment le fantoche du groupe. Ça se trouve, Metavi qui vont faire une créature du Lamont Noir, mais que ça va pas du tout Ah être ouais, de non, Shape of Water, tu vois. Parce que encore, Tu vois. non, mais encore là, c'est Dracula, tu vois. J'aime beaucoup le bouquin. Hein. Je suis En fait, très, ça va très fan juste de être, Dracula, mais en fait, ça va juste être Hotel Transylvanie en live action. ah putain, non, parce que pour moi justement, ils vont friser le Deadpool. En fait, je sens l'arrivée d'un rated R un peu vraiment. On va Ouais. faire du trash Ouais, pour mais du ça trash vient avec le live action, tu vois. Mais dans l'esprit, ça Oui. va vraiment, tu sais, les versions un peu canoniques, mais en mode ça va, ils sont cool, tu vois. Bah oui, ça m'étonnerait pas. Putain, des vannes à la con sur des trucs. Alors attends, parce que déjà là, ils me font ça sur Dracula. Je passe parce que Dracula, j'estime qu'il a eu une seule adaptation qui m'évoque réellement le bouquin et qui est vraiment bonne du début à la fin. Je vais en parler. Et en fait, ça passe parce que ce qu'on a eu au cinéma, c'était déjà complètement fucked up, tu vois. Et puis je peux me rabattre sur celui de Coppola au moins, histoire d'avoir quelque chose Ouais. qui est entre le fantoche et le macabre. Ouais. Donc ça va. Mais là, d'avoir ça, et puis s'ils vont là-dedans, ça peut être sympa 5 minutes. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est que je pense qu'à un moment, tu vas le Bien film, sûr. au bout d'un moment, tu roules des yeux Bah, parce que putain. Comme Deadpool 2, tu vois. Complètement. C'est marrant la première scène, c'est Complètement. plus drôle à la fin. Et alors attends, Vraiment. parce que là, ils font ça avec Dracula. Ils vont commencer à toucher à la créature du lagon noir, je vais chialer. Bah, le moment où ils m'adaptent Frankenstein, comme ça, je pète un câble. mais ton Frankenstein, moi je le vois venir. Il va faire du oh breakdance là sur là, cette, oh là là avec là sa là. tête, enfin tu vois. Non, je pense pas qu'ils en arriveraient à ce point-là parce qu'à mon Non, avis, peut-être pas, mais- ils veulent faire du fanservice. Peut-être pas, mais en plus le pire c'est que mettons, qui part dans un délire full, parce qu'on n'a pas encore vu le film, Ouais. mais mettons, qui part dans un délire full série Z, complètement nanar et assumé. Ils me sortent un film Frankenstein, où vraiment même visuellement la baraque genre de Frankenstein, c'est une espèce de truc hyper gothique, et genre ça va loin. Pourquoi pas Et il y a vraiment le truc de Ouais. It's alive, tu vois. Pourquoi pas Genre, S'ils assument ce tu truc-là, vois. c'est à voir. En fait, au moins, ce serait intéressant. Ça, On reste sur de la nostalgie de merde. j'allais C'est- clairement dire ça. ouais. J'allais dire c'est encore de la nostalgie Ouais. parce qu'on surfe sur ce qui marchait, même pas ce qui marchait. En plus, c'est ça qu'il faut. C'est parce que c'est le fantasme en fait d'une époque qui n'a jamais vraiment été si vrai que ça parce que les quoi films de série Z, c'était les films de série Z. C'était pas fait pour plaire et ça n'a jamais vraiment plu, Bah, ni en même fait- à l'époque. En fait, c'est parce que ça a été Tu vois. doré par des mecs comme Rodriguez ou Tarantino. Voilà, On a fait quelque chose. c'est que de- c'est la. On imagine une époque, même nous en soi. Parce que nous, on n'y a jamais été, Bah, en mais fait, le truc, c'est que la différence, c'est que nous, par exemple, on a déjà vu des vrais films de série Z. On s'est déjà fait chier devant des films de série Z Ah et oui, on oui, s'est oui. dit, c'est mauvais. c'est parce que mauvais, c'est mauvais. bien sûr. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens qui fantasment ce truc-là sans en avoir vu. Et quand on voit, oui, tu finis par comprendre pourquoi ça marche pas. Tu finis par comprendre à quel moment ça a foiré, que c'est des trucs avec zéro de budget et tout. Bien sûr. Faire du simili ça me dérange pas parce qu'en soi, tu regardes Tarantino le fait beaucoup. Ah bah oui. Même quand il fait des trucs un peu plus comiques, entre guillemets, des trucs assez légers, tu vois. C'est très très cool toujours, mais Tarantino, il a tellement de choses à raconter, lui. Il a tellement Non, mais toute son voilà, ambiance, c'est tout ça, truc, c'est ça. que je vois le gars, et c'est ça qui fait du bien aux spectateurs en général. Après, tu as des films de série Z qui sont vraiment des pépites. T'as des Flash Gordon, tu vois, enfin. Flash Gordon, c'est de la série B+, parce que... Oui, Parce qu'il y a quand même un budget assez conséquent. Non, moi par contre, tu vois, si j'ai bien une référence à avoir avec avec Renfield là, c'est The Return of the Living Dead. S'ils me sortent un truc C'est vrai. dans ce ton-là, c'est vrai. je suis amoureux. Parce que là par contre, ce serait superbe, parce que The Return of the Living Dead, c'était exactement ça. C'était. En fait. Film écrit ou réalisé par Dan O'Bannon C'est d'ailleurs les deux, je crois. Je crois que c'est les deux. Je sais qu'il est réalisé Non, par je Dan crois, O'Bannon. oui, parce qu'en Mais fait, je crois qu'il est écrit aussi par Ouais, lui. ouais. Et en fait, Quand même assez fou. le gars voulait clairement. C'est une grosse parodie. Ouais, bien sûr, ouais. De Return. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, faut aller le voir. foncez Ouais. voir cette pépite. hein, Ouais. c'est super. C'est incroyable. Ouais, et en Mais fait, c'est vrai que oui. s'ils me font un truc dans ce genre-là, parce que s'ils arrivent à surfer, s'ils ont réellement compris déjà ce qui pouvait plaire avec Dracula, mais en plus s'ils arrivent à en jouer Ouais, bien sûr, ouais. et un peu je dirais pas le ridiculiser, mais à appuyer tous les traits un peu fucked up que le personnage Mais peut pour ça, avoir, il faut que de façon subtile, hein. Mais en fait, oui. Ça peut être cool. Il faut, je pense que le film, il faut qu'il soit rated R. Parce que pour moi, il faut aller dans l'humour Return of the Living Dead, qui est un humour noir, Oui.
qui est purement basé sur des scènes atroces, sur des morts, sur du sang, sur des zombies qui appellent les flics et qui font plus de cerveau. Et genre vraiment où il y a des scènes atroces, tu vois, où la fin, bon je ne pourrais pas vous spoil mais voilà. La fin est magnifique. Voilà. Et pour moi il faut, en fait, parce que sinon tu tombes dans cette espèce d'humour du coup MCU qui est très lisse et très papa-maman, et surtout c'est juste Hôtel Transylvanie. Ouais mais après tu si vois, tu regardes bien, Rated R ça veut pas dire grand chose. Deadpool 2 il est quand même dans cette espèce de... Moi, c'est l'humour très américain qui me fait chier. En fait, il faut trouver le juste milieu entre le rated R pour du rated R, où c'est genre des bites, des chattes et des couilles, et tu as la permission de faire du rated R, mais tu t'en sers pour faire de l'humour noir subtil. Bah déjà, premièrement, j'espère que les mecs ont vraiment quelque chose à raconter. Et en fait, surtout pour te dire que tu fais des blagues que des enfants ne peuvent pas comprendre. Après, j'ai un élément qui fait que j'ai peut-être plus confiance au fait qu'ils aient compris justement ce qui peut être parodié, comment le parodier, parce qu'ils peuvent le référencer cool. C'est Robert Kirkman, qui est donc producteur et co-scénariste. Oui, c'est vrai. Et donc en fait, quand on voit son taf sur The Walking Dead, on va le mettre un peu à part. Donc Robert Kirkman, qui est le scénariste des BD Walking Dead, et je crois d'ailleurs qu'il a écrit 2-3 épisodes de la série aussi. Ok, non, mais même pas qu'il a écrit 2-3 épisodes, qu'il a écrit en tout cas les premières saisons. Je pourrais pas m'avancer sur les dernières, mais en tout cas, il était scénariste ou co-scénariste des premières saisons. Il a aussi écrit Invincible. Voilà, j'allais dire, et qui a aussi écrit Invincible. Et en fait, Invincible, quand tu vois à quel point il a compris les super-héros, et comment appuyer certains traits sans rentrer dans quelque chose comme The Boys, où justement il fait pas du trashos pour du trashos, c'est seulement de la légère parodie un peu trash, sans rentrer dans du too much, et qui plus est avec un vrai scénario derrière. Ouais il y a peut-être quelque chose. C'est-à-dire que faut pas oublier que c'est ça, moi surtout, c'est que en plus d'être absurde et de l'humour noir, ça reste une situation dramatique. Oui. Invincible n'est pas dans ce ton-là, ça reste quand même vraiment une BD de super-héros, il y a des trucs atroces. Voilà. Omni-Man il a l'air pas mal quand même. Oui, mais en même temps, il y a des scènes complètement parodiques de la situation d'un super-héros. C'est-à-dire que Mark, le personnage principal d'Invincible, quand il découvre ses pouvoirs, c'est parce qu'il taffe au McDo, qu'il jette les poubelles et que les trucs s'envolent à 3000 km, tu vois, parce qu'il a la force de Superman. Tu vois, c'est ce genre de truc où tu dis, mais c'est du génie dans l'humour, en fait. Oui, bien sûr. Et ça, en fait, surtout quand c'est bien géré, façon Kick-Ass aussi. Oui, bien sûr. À la Mark Millar, c'est ça. Et pourquoi Kick-Ass ça fonctionnait? Parce que justement, comme tu dis, il faisait pas de l'humour, il faisait de l'humour quand il fallait. Et puis quand il fallait que ça retombe dans le dramatique, c'était abominable. Bien sûr. Bon, en plus on reste dans le Nicolas Cage. Oui, c'est vrai qu'en plus. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait pour moi l'humour, de toute façon en fait toute bonne comédie doit être contrastée avec du drama. Ouais, exactement. Pour moi une comédie marche pas ou très peu. Après si on rentre dans les films des As et tout. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de dramatique. Non, mais là c'est full absurde. C'est un autre style d'humour. Non mais les mecs ils te chopent. Et ils t'embarquent dans leur univers, et en fait ça n'a rien à voir. C'est pas, déjà c'est leur univers. Bien sûr. Eux c'est de la full parodie. C'est genre on est dans un truc surtout c'est de l'absurde. Ouais, puis sans oublier déjà premièrement qu'ils remplacent tout ce côté. En fait moi je dis le drama parce que ça contraste souvent. Déjà pour moi les films des As en fait malheureusement je pense qu'ils tournent vachement en rond. Tu vois, y a-t-il un pilote par exemple, ça tourne en rond vachement. Moi je trouve ça assez drôle, mais assez drôle. Je trouve qu'en fait au bout d'un moment c'est le genre d'humour qui me barbe moi perso. Et la dernière vraie bonne comédie, moi, que j'ai vue, c'était clairement The Suicide Squad. Oui, The Suicide Squad. Et pourquoi c'est génial? Parce que justement, t'avais toutes ces scènes méga poétiques qui sortaient de nulle part, où en fait, on te surprend réellement. Non, mais t'as les scènes poétiques, t'as évidemment du King Shark, t'as du Peacemaker, qui est un personnage profondément atroce. Ouais. Et à la fin, avec Ratcatcher, t'es vraiment... Il y a des couilles, quoi. Bien sûr. C'est vraiment quand tu vois que James Gunn il a les balls d'aller jusque là avec ses personnages et vraiment de les porter, de les emmener jusqu'au bout. Et quand il arrive à te faire attacher un personnage comme Rick Flag qui est le mec le plus insipide dans le premier. C'est ça. Et qui quand tu le vois crever, attention spoiler, mais oui, merde. Peacemaker qui est juste une grosse blague pendant tout le film. En plus c'est John Cena, c'est du génie parce que tu t'imagines pas parce que ce soit un personnage aussi important et aussi atroce. Et finalement il le fait bien, le salaud. Ouais, puis il se tait. Il se tait. Il n'y a pas d'humour à ce moment-là. Et il est horrible, tu vois. Et apparemment, en plus, la série Peacemaker a l'air d'être assez cool pour ça. S'ils me font un truc genre façon Suicide Squad avec Redfield, c'est une proposition très intéressante. C'est vrai. Parce que c'est quelque chose qu'on n'aura jamais vu. Avec Dracula, c'est un truc qu'on n'aura jamais vu. Les films Dracula qu'on a eu jusqu'ici ont eu 1001 ambiances différentes. Ouais. Mais c'est quand même assez drôle en plus que Coppola ait fait un film Dracula. Ouais. Quand Nicolas Cage est lui-même un Coppola. Ah oui, en effet c'est très drôle. Parce que oui, du coup, bon, ça c'est l'anecdote qui est quand même assez connue, mais pour ceux qui ne savaient pas, Nicolas Cage n'est pas son vrai nom, le tir de Luke Cage.
des comics, parce que voilà, c'est C'est un aussi gros fan de premièrement un comics. fan de comics, Voilà. et il joue Superman. Donc à la base, voilà, c'est je crois le neveu de Francis Ford Coppola, C'est ça. et qui voulait pas se faire sa carrière sur ce nom-là. Et du coup, Ouais. voilà, Nicolas Cage, Luke Cage. Ouais, et du coup, voilà, si on en arrive avec un truc au moins qui propose quelque chose, c'est tout ce que je demande. Si, il y a une vraie proposition derrière, attention, hein. Parce que bon, La Momie, c'est un film de commande à la con. Ouais. L'homme invisible, je sais pas. Parce qu'il y a quand même des trucs assez couillus dans le film. Et ça avait l'air de proposer un truc, mais quand. Il a pas de design d'ailleurs, l'homme invisible, hein, dans ce film-là. S'il en a un. Ouais. Ouais. Bah bon, léger spoil. Il a quand même la gueule la plus ouf au monde, l'homme invisible. Ah, de base, oui, bien sûr. Mais Ok. après, en fait, si tu reprends ou tu reprends pas cette idée, j'ai pas lu le bouquin, tu vois, de base, mais ça a rien à voir là. Ça a rien à voir. En fait, le mec est complètement parti sur. Ça n'a de l'homme invisible que le principe qu'il est invisible. Oui, Ça bien n'a sûr. rien à Ouais. voir avec l'histoire de base, tu vois. Là, c'est un stalker. C'est un mec qui fait chier sa meuf, quoi. Oui, c'est Globalement, alors, c'est il y en a l'homme beaucoup- invisible de The Boys. Quoi. Il y en a beaucoup qui ont critiqué cette idée. Moi, je trouve pas que ce soit spécialement dérangeant. Ça aurait pu être montré de mille et une façons différentes. Et il y a certains éclairs très cool dans le film. Quand le film est assez subtil, c'est assez sympa. Quand il y a un moment, elle va dehors parce qu'elle a l'impression d'être regardée, justement, et t'as rien de spécialement autre que la buée que tu vois derrière elle. Enfin, vraiment, juste voilà. Et oui, il y a 2-3 éclairs de génie, mais le film, c'est un gros film bourrin, un blockbuster de merde, finalement. Et c'est dommage, parce qu'en fait, je sens qu'ils vont faire ça avec Dracula aussi. Et je sens qu'ils veulent faire ça quoi qu'il arrive, parce que c'est horrible. Je mets ma pièce. En fait, je comprends pas pourquoi les gens veulent absolument ça. Moi, c'est un truc que je comprends pas, et ça me plaît en fait, hein, le fait que ce soit aussi grandiloquent sur plein de choses. Alors que bah, tu peux faire des trucs très subtils, très simples, et que ça Intimiste. fonctionne pareil. Hein. Ouais, exactement. Et bah, tu vois, The Batman est pour moi le parfait mix entre les deux. En fait. The Batman, tu retires la scène de Batmobile qui sert à rien. Oui, clairement. Le film, c'est un thriller. Ça- Enfin, ça en est déjà un, c'est- mais oui, oui. vraiment, c'est littéralement, ça a les codes où vraiment il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. C'est voilà, donc, Tu vois. en plus qui dure assez longtemps et tout. Donc, En plus, non, ouais. il y a plein de choses à C'est- trouver là-dedans. ouais. Et puis bon, à explorer avec Dracula, il y a mille et une choses. Et explorer de façon avec les Universal Monsters. Mais ils ont de l'or entre les mains, les cons. Oh bah, en soi, ils s'en rendent compte. Non, mais genre, mais typiquement, moi, Ils savent que ça va faire du bif, mais eux, ils voient que le bif. mais ils oui, voient, mais évidemment. ils voient pas la capacité à faire des trucs. À moins, enfin, c'est toujours ça le problème. Ils ont pris Jed McKay. Mettons que Jed McKay, il est accepté parce que justement. Chris McKay. Chris McKay. Ouais. Ok, d'accord. Mettons qu'il est accepté parce que justement, il a quelque chose d'intéressant à dire. En fait, c'est que je sais même pas comment ça s'est goupillé, On sait pas trop jusque tu là. vois. Parce que est-ce que c'est à la Todd Phillips? Non, je crois que c'est. non, Tu vois, Todd Phillips non, aussi. c'est En clairement soi, Todd Phillips qui fait Joker, le mec qui a fait Very Bad Trip. Ok. Il oui, fait ça. Ah, mais bien sûr. Tu vois. Ouais, mais je Mais vois pourquoi mal le Joker façon Ouais. Nicolas Cage et Ouais, Nicolas mais Hoult, lui, hein. pourquoi? Parce qu'il est arrivé, il a fait War Dogs, ça lui a permis d'avoir un petit nom chez Warner, il a dit en fait les gars, j'ai écrit un petit truc sur le Joker, eux ils s'en battaient les couilles. Allez, vas-y. Voilà, final 1 Bon. milliard, tu vois. Voilà, c'est ça. Et maintenant ils veulent foutre le Joker partout, encore Mm. plus qu'avant. Là, lui, est-ce que c'est lui qui est venu vers eux? Est-ce que c'est eux qui Après, ont lancé un appel dans Hollywood en mode Dracula on fonctionne aimerait pas bien plus faire un... que ça. Donc j'ose espérer que c'est parce qu'il y a parce que en fait s'ils avaient vraiment envie de faire du bif, je pense que tu vois par exemple ils ont relancé l'homme invisible, ce genre de truc là. Je pense qu'il y a quand même une micro partie de ils ont envie d'exploiter leur personnage et une autre partie où vraiment le côté MCU de merde, tu vois. Ouais. Parce que Dracula en soi il est tombé dans l'oubli. Hein. Dracula, quand la série de 2021 est sortie, les gens ont fait ah oui c'est vrai ça existe ça. Parce que en même temps, c'est quoi, sorti sur Netflix Ouais, c'est une série Sur Netflix, Netflix, vite fait, t'as un En truc fait, qui les peut gens être noyé, ont quoi. surtout été intéressés parce que c'est le réalisateur de Sherlock. Ah qui a d'accord. fait ça. Ouais. Et en fait, ouais, Dracula est pas un des monstres les plus. Déjà, comment dirais-je, les gens, la plupart des gens ne connaissent pas Dracula. Il y a que celui de Coppola qui exploitait certaines choses. Celui de Coppola et un autre film dont je parlerai après, qui exploitait vraiment le personnage de Dracula. Mais à part ça, on a vachement eu ce truc où on tournait en rond de c'est un vampire banal et il est pas gentil et il faut le chasser, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose que je trouve assez dommage. Mais même de toute façon, quand tu vois Hôtel Transylvanie, qui est une purge absolue, où malgré le fait que oui, mais c'est pour les enfants, ouais, mais enfin, on prend les enfants pour des cons aussi. Ouais. Et toute la complexité que peuvent avoir beaucoup de ces personnages-là, on te la fout aux chiottes. Et pour des morales de merde, de fin, mais non, mais on vous juge pas parce que vous êtes des monstres. Ouais, c'est con, mais faire de ces trucs-là des gentils,
c'est pas la bonne chose, tu vois, de toute façon. À voir. Et donc voilà, j'attends de voir ça. Avec, Moi, la seule chose qui me rassure vraiment sur le projet, c'est Kirkman. Oui, aussi, ouais. Aussi, parce que ouais, ça peut être rigolo et avoir un truc intéressant. Surtout, ça dépend de comment ils m'écrivent Renfield. Parce qu'en soi, en fait, le principe du film, c'est de montrer comment il est devenu taré. Et donc, tu vois un peu la descente aux enfers du gars. Surtout si tu veux développer un univers, je pense que là est la logique de faire un film sur Renfield. Oui. Parce qu'après, tu fais un film avec Jonathan Harker. Ah, Pour moi, ils sont loin, les gars. Pour moi, je te dis, c'est mais clairement. Tu fais ça à l'époque actuelle. Bah, Enfin, à l'époque actuelle. Je sais pas si c'est. Je sais pas si ça se passe exactement. C'est encore un peu flou ça. Je sais pas si ça se passe exactement genre en 2022. Mais je ou sais si que. c'est dans une espèce de bulle entre le moderne et le passé, hein, si ça se trouve, on sait pas trop. Hein. Moi, je table sur années 80. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas. Et pour aller dans la full vibe, oui. Alors, tu veux faire une série Z, oui. Et donc, j'en sais rien, mais déjà, moi, ça me fait un peu bizarre, tu vois, ce truc que ça se passe aujourd'hui. Bon. Bah, après. Écoute, hein. À voir. À voir. Ouais, je place ma carte. Quand même assez là-dessus. osé, déjà. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, si vous avez des trucs à Bien sûr. dire sur ce Nicolas Cage Boogeyman. Bien sûr, ouais. I'm your boogeyman. That's what I am. Qui mixe en boîte de nuit. Bien sûr, ouais. Allez-y. Enfin voilà, donc les news pour le coup c'est torché, on n'a pas plus pour cette émission. Ouais, parce qu'en fait on préfère parler seulement des trucs qui nous intéressent réellement, parce qu'en soi il y a des news qui pop toutes les semaines, on n'aurait pas pu parler, peut-être il y a la sortie là, je sais pas si c'était pas cette semaine d'ailleurs, de Moon Knight qui pop, t'as plein de trucs, c'est vrai qu'on a le Moon Knight, on a plein de trucs à dire, mais en fait mais comme ce sont pas vraiment des projets qui nous s'intéressent plus que ça, voilà. À la limite si, voilà, mettons qu'on mette la série et qu'on trouve que c'est bien, on en parlera, mais là pour l'instant on s'en fout. Vous le savez, on le sait, on s'en bat les couilles. Enfin voilà, donc on va passer à la petite rubrique coup de cœur / j'ai envie de vous parler d'un truc, tu vois. Ouais, en fait c'est une rubrique, en fait on a simplement découvert des choses et puis on a envie d'en parler parce qu'on trouve que c'est intéressant et parce que voilà, on a soit envie de vous les conseiller, soit parce que en rapport à l'émission ou quoi, on a des choses à dire dessus. Alors moi je vais vous parler de deux choses qui sont parfaitement en rapport avec ce dont on a parlé plus tôt, à savoir L'Homme qui rit, et le deuxième je le garde encore sous la poche. L'Homme qui rit que j'ai découvert hier, que je voulais me mater justement après cette annonce de Matt Reeves qui disait absolument ouais, je me suis inspiré de L'Homme qui rit, ça et tout, donc je pense que déjà un de ces quatre je lirai le roman de Victor Hugo. Du coup ce film est un film de 1928, donc c'est un très vieux film qui est réalisé par Paul Denis et qui est assez joli. En fait, l'emmerde, c'est qu'il est très long pour l'époque. Il fait 1h51. Ceci dit, si je le mets là, c'est pas pour rien. C'est parce que je vous le conseille quand même, parce que c'est très intéressant. Par exemple, si vous êtes fan du Joker, c'est ultra intéressant de voir, parce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Hein, c'est la source d'inspiration principale de Bob Kane c'est ça, pour créer le Joker. Donc ça se voit très clairement de toute façon. Et en fait, déjà, la performance de Conrad Veidt est incroyable. Tu vois, tout à l'heure, je parlais justement de côté glauque qu'on n'a jamais eu au Joker. Putain, les plans que t'as dans ce film, c'est toujours intéressant de mater un film muet, parce que, étant donné qu'on est à une époque où l'iconographie ne passe que par l'image, donc en fait, c'est vraiment du pur cinéma, où c'est vraiment c'est le show dont elle, voilà. Exactement. Et donc, ce que n'a pas compris Matt Reeves. Oui. Pas surtout son film. Ouais, c'est clair. Et en fait, oui, du coup, on est sur un truc où on t'iconise à mort tous les personnages qu'on va pouvoir montrer. C'est pas pour rien que ces films-là sont encore cultes aujourd'hui. Bien sûr. Qu'ils ont marqué des années sur des années et des années, parce que ils étaient à la genèse de plein de choses déjà. Et ils avaient que ça. Et c'est souvent quand t'as très peu de moyens, je trouve. Ouais. Que ça donne du génie. C'est super, c'est exactement c'est super ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment, en fait, quand t'as pas beaucoup de moyens, mais que t'es tellement motivé pour faire le mieux, ça va donner une débrouillardize qui est exemplaire, et vraiment mater ce film déjà seulement pour ça, bon c'est un gros blockbuster pour l'époque. En soi, pour moi, un film comme Lighthouse, on peut faire pas mal de parallèles, bon, au-delà... Un film comme Halloween. Oui, un film comme Halloween, évidemment, c'était fait avec 3 fois que de. Un film comme Evil Dead. Voilà, c'est que des trucs où c'est la full débrouillardise. Et ça, c'est ça, pour moi, ça représente la grosse magie du cinéma, tu vois. Bien sûr. Et en fait, voir ce film, c'est super intéressant aussi par rapport à tout le rapport au monstre. Ça, c'est quelque chose dont je suis terriblement fan. Et là, en fait, oui, le film est une grande question pour vous faire le pitch. En gros, on suit ce personnage principal qui a un nom méga alambiqué dont je ne me souviens plus, et qui en gros est le fils d'un traître du roi qui a été abandonné et balancé à une bande de malfrats qui l'ont défiguré.
et abandonné. Et en fait, il va tomber sur un vieillard qui va plus ou moins se servir de lui comme gagne-pain, mais qui va entretenir quand même une relation avec lui de père. Donc en fait, il va grandir avec une fille aveugle, dont il va tomber follement amoureux. Et donc il va servir de frics, hein, littéralement. Ça Bien va sûr. être un monstre de foire, ce qui va beaucoup le faire souffrir. La performance de Conrad Veidt est mais bouleversante. Vraiment, ça se voit que c'est une des grosses sources d'inspiration de Todd Phillips pour son Joker. Là, pour le coup, vraiment. Alors qu'il en a pas plus parlé que Bah ça. non, il en a pas plus parlé. Beaucoup plus parlé de la valse de Pantin. Oui, parce qu'en fait, c'est plus tout le scénario tourne autour de ça, de ce qui se rapproche de la valse des pantins. Alors qu'en fait, tout son traitement du Joker par rapport à la malédiction du gars, Bien sûr. là, il a pas le sourire coincé, mais il en rit, il rit constamment à cause de sa maladie. Oui. Et en fait, ouais, dans L'Homme qui rit, le personnage principal, ce qui est incroyable, c'est de montrer à quel point, rien que par rapport à sa gueule, Ouais. tu saisis tout l'esprit du perso. Et ça, c'est fou. Ça, c'est le genre de truc qu'on a très peu aujourd'hui, où rien qu'à la gueule d'un personnage, on peut saisir. Pour en Toute sa revenir substance. à Barry Keoghan et son mais non. make-up, Non. c'est d'une subtilité. Déjà, tu viens de me l'apprendre, enfin tu me l'as appris là tout à l'heure, ce n'est pas un make-up. Ah non, non, La gueule de Conrad, ouais, c'est sa tête. c'est C'est pas de lui qui make-up. sourit. Évidemment, il y a du maquillage, mais il n'y a pas plus de make-up que ça. C'est ça, ouais. Et c'est d'un subtil, c'est à l'opposé de Keoghan et de son maquillage qui est edgy, Et même qui est même too de much. Nicholson, en vrai. Oui, Ouais. même Nicholson. Et encore Nicholson, bon, quand tu vois la gueule de son Batman à l'autre, Oui, c'est voilà, c'est pas avec faux. ses abdos de merde, tu vois, ils sont constamment dans le too much. Ouais. Mais là, vraiment, pour moi, Keoghan, c'est vraiment un level où c'est là, quoi. Et quand tu vois Conrad, tu dis, mais je veux dire, j'aurais préféré voir un truc aussi Ah, mais simple bien sûr, mais de et toute façon, moi, aussi je suis maîtrisé. dégoûté qu'on n'ait pas revu ce genre de choses-là. Et pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on en revient, ils avaient sans doute pas les moyens de faire un espèce de make-up edgy avec les dents éclatées. Et tu vois. Alors, je pense aussi parce que ça. C'était pas la volonté aussi, tu Je me pense diras. que ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, ça se prête à ce truc où. Mais aujourd'hui, on aurait un remake de L'Homme qui rit, il serait comme ça. Alors, je sais pas si tu l'as vu, mais je vais vous mettre des images là. Il y a un remake, enfin, c'est pas un remake, techniquement, c'est une réadaptation du bouquin Ouais. française qui date de 2012. J'ai pas eu ça. Et en fait, il a un sourire Ledger. Ouais, bah oui. Il a un sourire qui est marqué sur sa gueule. Mm. Et alors, j'ai pas lu le bouquin, je sais pas comment c'est vraiment décrit dans le livre, mais oui, il a une espèce de sourire de l'ange. Parce que en soi, c'est pas réaliste du tout quand on t'explique que les mecs qui l'ont balafré lui ont fait un grand sourire comme ça coincé. Il ne peut pas avoir un sourire comme ça, c'est impossible. Mais dans l'iconographie, on te crée réellement un monstre. D'ailleurs, chose ultra folle, je ne savais pas que c'était un film Universal avant de le voir. Et c'est Pourquoi un- il fait. et donc, Il en est fait- dans le canon de Universal et en fait, je Monsters. me dis, mais vous voulez remaker des trucs, réadapter des choses, Ouais. je serais curieux de revoir une adaptation. Les gros problèmes que peut avoir le film, c'est que, en fait, ses bons points sont aussi ses péchés. C'est-à-dire que vraiment, il est, d'une part, il questionne ce truc de est-ce que il est malheureux parce qu'il est pauvre et qu'il vit dans cet environnement-là. Mhm. Et donc, en parallèle à ça, est-ce que si on le mettait dans un milieu de la royauté, ça arriverait mieux? Parce que le film parle énormément de rois, De énormément lutte entre les classes. Ouais. Exactement, voilà, ça parle beaucoup de où est la place de ce personnage-là. Ouais. Donc c'est ce qui est super intéressant. Et lui, par C'est un exemple, petit peu un film punk, quelque part. bah, pour l'époque, pas spécialement, parce que ça rejoint beaucoup de morale de Universal de toute façon. Mais c'est très beau, hein. En soi, c'est superbe. En plus, on arrivait sur la fin du muet. Mhm. Donc, en fait, le film comment expliquer ça? Il est Globalement il est- muet. En fait, il est rythmé. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, t'as des moments où, par exemple, t'as des coups de trompette. D'accord. Quand il y a des trompettes à l'image, ils ont mis des coups de trompette. Mm. Donc c'est assez intéressant. Et puis même de toute façon, niveau cinéma, si ça vous intéresse, vous avez mille choses à prendre là-dedans. Le nombre de plans iconiques que tu peux avoir, la rivalité qu'il peut avoir avec son méchant principal est très intéressante. C'est un bouffon, son méchant. Donc en fait, c'est le bouffon du roi. D'accord. Donc en fait, c'est un mec qui rit faussement constamment. D'accord. Donc en fait, c'est toute une critique justement de ce truc de est-ce que il rit réellement le personnage principal? Quand est-ce qu'il rit réellement? Ouais. Et puis, est-ce qu'il est malheureux parce qu'il est dans cette situation? Comment il peut se trouver? Comment il peut l'accepter, cette situation? Toute la fin, sans vous spoiler, va dans ce sens-là de toute façon. Et c'est vraiment très géré. Alors ouais, malheureusement, c'est assez long. Surtout si, après, c'est un film muet, donc faut s'accrocher aussi. C'est-à-dire que les films muets, c'est très particulier. Mhm. C'est très space à regarder ce genre de truc-là, et ça peut très vite être chiant, mais c'est pas tellement le fait qu'il soit muet plus que des scènes qui traînent beaucoup trop en longueur. Mais t'as des questions par exemple que je trouve magnifiques. Moi, tu vois, la femme avec qui il a grandi, ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, mais lui il estime qu'elle est amoureuse de lui parce qu'elle ne l'a jamais vu, et que si D'accord. elle le voyait,
forcément ce serait pas pareil, tu vois. Et il va se passer des choses dans le film, il va tomber sur une autre nana qui, elle, n'étant pas aveugle, va tomber entre guillemets amoureuse de lui, parce que c'est un peu ambigu, et en fait il va se rendre compte que elle ne l'aime que pour son côté atypique, et pas pour qui il est réellement, et que la meuf qui ne le voit pas, par contre, le connaît réellement, justement parce qu'elle ne l'a jamais vu. Et il va voir ce côté-là de la pièce, vraiment, et c'est très intéressant, vraiment. Donc voilà, si vous voulez voir du très très bon, je vous conseille fortement L'Homme qui rit, surtout parce que si vous êtes des fans de Batman, pour le coup, c'est ultra intéressant. Je vous mets 2-3 plans comparatifs, là, vraiment, avec celui de Todd Phillips, où t'as des trucs, vraiment, c'est fou, quoi. Ouais. Voilà, Tu sens l'inspiration, évidemment. Et donc, pour notre autre sujet, je voulais vous parler d'un de mes films préférés, dont je suis très fan. Voilà, faire un callback, encore une fois, à news. À ce cher Nicolas Cage. Salut toi. Et qui va accessoirement fêter ses 100 ans cette année, parce qu'il est sorti en 1922, en octobre. Nicolas Cage est si vieux que ça ? Ouais. Et donc, je vais vous parler de Nosferatu, qui là, pour le coup, est... donc, sorti en 1922. Ouais, et qui est une masterpiece absolue. Donc vous avez déjà tous forcément entendu parler de Nosferatu, c'est un grand classique. Et je suis très heureux de pouvoir en parler parce que pour moi c'est la seule vraie bonne adaptation de Dracula. C'est pas une adaptation officielle, parce qu'en fait ils n'avaient pas les droits de Dracula pour faire le film. Voilà. Donc en fait c'est le conte Orlok. Ouais, c'est pas Dracula, mais voilà. C'est pas Mina Harker, c'est Mina Horker, je crois. C'est un truc. Ah ouais, c'est vraiment la version Wish. La version Wish. Ouais. Et en fait, le réalisateur a eu plein de procès. Sauf que je sais pas comment il est passé entre les mailles du filet. Bien sûr. Et le mec a constamment évité ces procès. Bah en fait c'est tout bête, mais t'as le droit de t'inspirer, tu vois, pour moi. Non, alors non, légalement on avait reconnu que c'était illégal ce qu'il a fait. Ouais. Et légalement il avait pas le droit de faire ça. Parce que il a repris tout plein d'éléments qui étaient beaucoup trop. Enfin, c'est une adaptation de. C'est littéralement le topo. C'est un agent immobilier vient voir un comte dans un château pour lui vendre une maison en Angleterre. D'accord. Et quand ce comte-là va voyager en Angleterre après avoir traumatisé cet agent immobilier, eh ben il va foutre le bordel là-bas. D'accord. Et notamment s'attaquer à la femme de cet agent. D'accord. Donc c'est Dracula. C'est vraiment ça. Oui, mais en soi, bon, on peut même presque considérer ça comme une parodie ou une réadaptation. Enfin, évidemment, t'as pas les droits. C'est une adaptation, mais en fait, non, c'est l'adaptation de Dracula sans les droits, de toute façon. Et donc voilà, vous parlez de ça, là par contre, vous voulez ne pas vous faire chier, Nosferatu, ça dure 1 heure et quelques, c'est tout petit, et niveau iconisation, ça va à l'essentiel, quoi. C'est une leçon de cinéma. Ouais. C'est merveilleux, et contrairement pour le coup à L'Homme qui rit, t'as pas d'effet sonore ou quoi, c'est du muet total. De A à Z. Et en fait le film parle sans même que t'aies à entendre quoi que ce soit, tu vois. Et ce qui est magnifique, c'est que même sans comprendre l'anglais, le film est tellement bien branlé que tu comprends. Sans comprendre, tu sais, parce que pour ceux qui savent pas, il y a souvent des panneaux, voilà, où tu lis les paroles des mecs parce qu'ils pouvaient pas les faire. La technologie n'était pas assez développée à ce moment-là. Comme dans les vieux cartoons. Exactement. Et en fait, du coup, voilà, tu devais lire ce qu'il y avait marqué pour développer un peu le scénario. Chose dont ils se servent là aussi, mais qui, franchement, est passable parce que le film est tellement beau et tellement bien fait que ça fonctionne déjà de base. Et en fait, c'est le genre de film pour moi où c'est la définition de quand tu fais simple et propre, ça fonctionne au mieux. Ouais. Et c'est pour moi, on n'a jamais eu une adaptation de Dracula aussi cool que celle-là. Parce que, étant donné, comme tu le disais tout à l'heure, le manque de budget évident, le manque de moyens, ils étaient obligés de se creuser pour adapter. T'as 600 pages qui sont tenues en 1 heure. Ouais. Donc t'as masse de trucs qui passent à la trappe. Mais t'as l'essentiel. Et puis pour moi, c'est ce qui fait une bonne adaptation, à savoir, t'as l'esprit. T'as pas forcément tous les éléments du bouquin. Bien sûr. Cette scène, cette machin, ce truc. Mais t'as l'esprit qui est tellement présent et tu sens tellement l'amour du réalisateur pour ce roman que c'est un grand classique. Et le fait que ça fait ses 100 ans, ça me rend fou. Ça fait une œuvre maîtrisée. Et intemporelle. Intemporelle, ouais. C'est vraiment, tu peux te passer ça à toute époque, tu ne te fais pas chier, et puis c'est fou, quoi. Pour moi, c'est le principe vraiment d'une bonne adaptation. Moi, des adaptations comme celle-ci, j'en mangerais tous les jours, si jamais ça sortait réellement, et je suis dégoûté de ne pas avoir ma bonne adaptation de Frankenstein.
Parce que le Frankenstein de 31 est merveilleux, hein, celui de 33 ou 34, enfin bref, la fiancée est superbe aussi, mais après on a eu que de la merde. D'accord. Bah écoute. Ouais. Bon, bah je vais passer à mes petits coups de cœur du coup. Ouais. Alors on va commencer du coup dans la rapidité et la simplicité, un petit issue que j'ai lu, un petit fascicule comics VO là, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Ça s'appelle Radio Spaceman, donc scénarisé par Mike Mignola, sorti chez Dark Horse, et dessiné par, ça se voit que j'ai pris mes notes, je ne sais plus du tout. On vous incrustera le nom de l'artiste. Mike Mignola, hein, si vous savez pas, c'est le scénariste d'Hellboy. Voilà, le créateur d'Hellboy notamment. BPRD et de tout le Hellboy universe. C'est ça, voilà. D'énormément de choses. Et puis faire ses débuts voilà, chez les Big Two, parce qu'il a commencé aussi chez Marvel en soi. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça excellent. Donc c'est vraiment une mini-série, c'est-à-dire que c'est marqué sur la cover, ça va être en deux épisodes. Donc là pour l'instant, le premier est sorti. Et ça nous raconte en fait l'histoire d'un bonhomme qui a l'air d'être assez aisé, qui vit dans sa petite baraque, et qui en fait prend le contrôle d'un être voyageant dans l'espace, donc depuis sa maison en fait, si vous voulez, donc dans la scène d'intro en fait, il se réveille dans son espèce de manoir un peu à la Bruce Wayne, un téléphone sonne, il décroche, et c'est en fait une espèce d'organisation à la NASA qui l'appelle en lui disant que lors d'une mission de reconnaissance sur une planète, on a perdu le contact avec une équipe, et donc en fait on comprend très vite que ce personnage-là est amené à, entre guillemets, résoudre ce genre de problème, parce qu'il a les moyens, donc il se réveille, il va dans sa petite salle, il a des espèces de serviteurs qui le branchent en fait à une espèce de machine en mode Matrix. Ouais. Et donc en fait il va prendre le contrôle du Spaceman, donc qui est le personnage qu'on voit là avec une espèce de tête de mort à bocal, là, ouais. prendre son vaisseau et partir sur cette planète. Okay. C'est vraiment une petite histoire, hein. Je vous dis, imaginez un mix entre No Man's Sky, pour ceux qui ont la ref, qui est donc un jeu vidéo, et du Mignola. Dans la narration, dans les monstres qu'il peut affronter, et même dans le design, en fait, tout simplement, du personnage. De tomes pour l'instant ? Ah, mais c'est vraiment, je te dis, pour l'instant, il n'y a qu'un numéro qui est sorti. Ouais, okay. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Là, c'est vraiment, ça va être en 2 numéros. C'est vraiment imaginez comme une petite nouvelle, en fait, tout simplement. Et c'est là, en fait, où je trouve ça fou, c'est qu'en un chapitre, il arrive à nous décrire, à nous pondre un univers avec un personnage qui a l'air d'avoir un passif de fou. Visuellement, c'est incroyable, la narration est sublime, les dessins sont fous, le design du personnage est génial, la planète est incroyable. Et en un chapitre et en quelques pages, vraiment en 20 pages, on a une petite aventure qui passerait crème, je sais pas, en film animé, tu vois, ou même en jeu vidéo, tout simplement. Ouais. Et je trouve le principe génial, et dans la narration, bon là, j'ai trouvé ça excellent, donc je voulais vous en parler, donc si jamais vous avez l'occasion, je pense que ça va sortir en relié dans quelques mois. En plus, Mignola a toujours eu cet esprit poétique qu'il aime. Ah mais complètement, vraiment ça parle pas beaucoup, ça se lit vraiment en même pas 10 minutes quoi, moins que ça, sans doute 5 minutes. Moi je l'ai lu dans les transports en 5 minutes. Il a fallu genre 3 stations pour le lire. C'est chopable où ? C'est chopable dans des comic shops qui font de la VO, peut-être aussi sur internet. Je pense que ça va être chopable en digital, mais je vous conseille à la limite, donc je sais pas trop où ça va pour l'instant, mais je vous conseille d'attendre à la limite la version en relié, qui sera vraiment sans doute toute fine, hein, donc voilà, une petite nouvelle de notre ami Mignola. Trop cool. Voilà. Et en deuxième coup de cœur, qui là est un peu plus conséquent, je voulais vous parler donc toujours d'un comics, en VO encore une fois, qui n'est pas encore sorti en version française, qui s'appelle Me You Love in the Dark, qui est donc écrit par Scotty Young et dessiné par George Corona. Pour faire bref, c'est une artiste qui commence à trouver ses œuvres redondantes et qui est en panne d'inspiration, parce que comme elle le dit elle-même, en fait, elle fait ce qui marche. Elle fait des toiles, et ce sont les toiles colorées, joyeuses, un peu ce que tout le monde peut aimer. Donc elle travaille pour une galerie d'art, sauf que, se rendant compte qu'elle est en manque d'inspiration, elle va décider d'investir une maison hantée. C'est-à-dire qu'elle va aller se réfugier pendant quelques jours, quelques mois, se ressourcer dans une maison qui est réputée pour être hantée. Au début, évidemment, elle va en jouer, elle va essayer, donc il y a toujours un peu ce ton un peu comique que peut avoir Scotty Young, où surtout dans les dialogues, c'est très naturel. En fait, je trouve ça génial parce que c'est des mots simples, et ça marche. Enfin, on n'a pas de voix off, on n'a jamais de voix off. C'est les personnages qui parlent pour les personnages, c'est des situations qui pourraient arriver, c'est des dialogues qui font vraiment naturel, et ça, c'est du ping-pong, et c'est génial. Et donc en fait, ce personnage-là, au début déconne avec tout ce folklore que peut avoir la maison, puis très vite se rend compte que la maison est véritablement hantée et habitée par une entité qui vit dans l'ombre. Vont commencer tous les deux à développer une histoire amoureuse, donc d'où le titre, le Me You Love in the Dark. Et ce qui est génial en fait, c'est la déconnance en fait par rapport à leur relation, qui est une relation un peu MTV,
Enfin, Ouais. un peu une relation de couple en fait, tout bête. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette scène que je cite où en fait ils vont mater un film, d'ailleurs toujours le même film, sur un canapé avec des popcorn. Ouais. Sauf que ça reste une meuf avec une entité, et quand on voit la gueule de l'entité, qui est une espèce de créature Lovecraftienne avec une tête de champignon, quoi, et des longs bras bizarres, c'est complètement déconnant, et c'est une espèce de fantaisie que je trouve géniale. C'est d'une poésie, c'est super bien écrit, et en fait, au-delà de ça, c'est aussi un espèce d'hommage à des œuvres comme Evil Dead, où c'est vraiment. Comment on appelle ça? C'est vraiment du surnaturel, quoi, Du paranormal. du paranormal, Ouais. mais bien maîtrisé et pas Mm. cliché et qui est surprenant surtout, c'est ça qui est Mm. incroyable. Et évidemment, comme le personnage est un artiste, un dessinateur, on sent que Scotty Young lui-même comprend les difficultés dans ce métier. C'est en soi le comic, c'est une énorme panne d'inspiration. Oui, je vois. Puis, ouais, ce côté vachement arrêter de faire du coloré pour du coloré Bien et sûr. puis tomber dans quelque chose. Et puis surtout en fait tomber dans quelque chose d'un peu plus bizarre, c'est-à-dire Mm. que elle va trouver de l'inspiration avec cet être-là, qui évidemment, je pense que en tant qu'artiste, tu vois un truc comme ça, bon, Bien sûr. c'est une énorme source d'inspiration. Mm. Et ce qui est marrant en fait, c'est que elle est souvent appelée par son agent, qui lui dit bon alors vas-y, ça fait 2 mois que t'es parti, quand est-ce que tu nous ponds un truc, là la galerie a besoin, on va couler sinon, tu vois. Et qui lui-même ne comprend pas ce qu'elle fait. Et donc en fait, c'est vraiment une critique un peu de quand tu veux essayer un peu de bouleverser les codes, ce qui un peu est proche de Scotty Young, parce que lui-même a un style. Quand on voit dans ses dessins, il est pas proche du comics de base. Oui, non. Il est quand même très extravagant. Beaucoup n'aiment pas. Non, puis même dans son écriture, le gars, il a toujours un truc qui est. En fait, il a un rapport à l'enfant, beaucoup. Et c'est tout le topo de I Hate Fairyland aussi, tu vois. Ah, bien sûr. La fin d'I Hate Fairyland, en vrai, est brillante. Pour ce truc-là, je spoilerai pas, parce que justement, c'est à découvrir. Mais de ce que tu me dis là, de Me Love You in the Dark, c'est ça? Ouais. Ça a l'air vraiment très beau et très lancinant. Bah, en fait, c'est vraiment une fable. Ouais. C'est purement une fable, et toujours avec l'humour où il y a un côté vraiment déconnant où, bon, bah voilà quoi. En plus, ça fait du bien aussi, sans doute, de voir un truc où les entités sont pas traitées comme une ultime menace. Parce que ça, c'est quelque chose qui commence un peu à être redondant aussi. Bah, en fait, c'est qu'on joue sur ce côté ambigu. Ouais, La première fois qu'elle le voit, elle est terrifiée. d'accord. Elle s'enfuit de la baraque, mais Ouais. très vite, elle finit par l'apprivoiser et donc tomber amoureuse de lui. Ouais. Lui-même d'ailleurs est follement amoureuse d'elle. Le truc, c'est que c'est là aussi l'ambiguïté, voilà, du comics, c'est que est-ce que c'est sain, est-ce que lui-même est sain? Et voilà, je spoilerai pas parce que c'est pareil, c'est à découvrir, et que en plus surtout je vous dis, c'est vraiment un récit complet en 5 ou 6 chapitres. Vous avez que ça à lire, vous avez rien avant, vous avez rien après, et franchement foncez. C'est vraiment une petite perle qui est sortie là, donc il y a vraiment pareil quelques semaines, voire moins d'un mois, chez Image. Je sais pas qui encore va l'adapter en VF, donc si jamais voilà, vous êtes réticent un peu à la VO, vous pouvez toujours attendre une version VF. Je pense peut-être Delcourt, iComics, en tout cas. Même Urban aussi, parce que comme je sais qu'ils ont l'air d'avoir une espèce de contrat avec Scotty Young, vu qu'ils ont édité. C'est eux qui ont eu les droits de I Hate Fairyland, c'est eux qui ont eu aussi le droit de Bully Wars. Donc je pense, sans trop m'avancer, que c'est eux qui éditeront le Me Love in the Dark. Bah, Donc voilà. Une si, fois que s'ils c'est nous font des disponible. éditions aussi cool que sur I Hate Fairyland ou sur. Bien sûr, bien sûr. Sur. Merde, Bully Wars. Bully Wars, l'édition vraiment Ah, en très format de poche, très un peu, ouais. satisfaisante. Ouais. Ouais, à lire, ouais, c'est trop cool. C'est sûr. Mm. Enfin voilà. C'était vraiment la petite recommandation. Donc on vous mettra quelques visuels, hein, évidemment. Voilà, foncez. Trop cool. Bah écoute, ouais, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Écoutez, voilà, on est dans une version peut-être plus longue, peut-être plus hachée de Ouais, la mais zone fantôme, en même mais temps on- un peu plus encadré, en même temps plus diversifié. C'est-à-dire que là, il y a vraiment à boire et à manger. Vous avez. Ouais, puis en plus, en fait, on se réserve le droit de parler de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire Oui. que vraiment, si on a là, on a parlé en l'occurrence de news, mais les news, là, comme on vous a dit plus tôt, la plupart du temps, on surfe dessus. En fait, on voit des trucs et puis on Ah non, mais passe, évidemment. quoi. Puis en plus, on aura l'impression de se répéter par rapport à tous les youtubeurs qui aujourd'hui peuvent vous faire une vidéo sur une news qui sortent. Ouais. Voilà, il y en a qui font ça très bien. Donc voilà, quoi. On n'est pas clair. là pour En fait, on surfer va sur toutes parler les news. exactement de ce qui nous intéresse et donc l'idée, en plus, on songe à inviter des gens Bien sûr. justement pour. C'est vrai que le pouvoir format avoir- podcast nous permet ça, inviter des gens. C'est ça, ouais, pour pouvoir avoir un avis différent, justement.
et un autre point de vue, ça peut être super intéressant. Bien sûr. Voilà. Voilà, voilà, donc l'émission est terminée. Donc si ça vous a plu, bah toujours laissez les petits comments, dites-nous ce que vous en avez pensé, si jamais vous êtes fait une de nos recommandations, ce que vous pensez des news qu'on a abordées, enfin dont on a parlé. Et puis voilà, on se retrouve pour une autre émission, peut-être prochainement ou pas, on verra en fonction de ce qu'on a lu, vu, ou de ce qui nous plaît. Peut-être avec un invité ou non, à voir, si on a un débat intéressant ou si on a une interview à faire, en tout cas voilà. Ah oui, non, clairement. Tout est permis ici. Voilà. Bonne soirée. Salut tout le monde, abonnez-vous. Tchuss. Au revoir.